Bienvenue pour la deuxième conférence de ce séminaire Couleurs du vivant, l'exemple de l'indigo, organisé en collaboration avec Marianne Sarda, ici présente, et l'INHA. Je rappelle que ce séminaire s'articule autour d'une série de 4 conférences sur le thème de l'indigo et qu'il se terminera le 6 mai prochain par une table ronde réunissant producteurs et teinturiers avec une grande question. L'indigo naturel, quelle échelle aujourd'hui? En interrogeant aussi bien les questions d'environnement, d'économie et de rentabilité et d'organisation du travail, par exemple. Ce jour-là s'inaugurera aussi une exposition des travaux sur et avec l'indigo de Sandrine Rosier, ainsi que les recherches menées par un groupe d'étudiants de l'École nationale supérieure des arts décoratifs, avec lequel l'INHA est en partenariat. Et les étudiants ont créé des nuanciers, enfin sont en train de créer des nuanciers textiles en teinture naturelle et synthétique. Les deux. Alors, je reprends. Donc, nous continuons donc notre exploration des grands foyers de production de plantes à indigo au travers les époques et les régions du monde. Nous avons accueilli lors de la première session Tristan Yvon, qui nous a parlé de la production d'indigo en Guadeloupe et en Martinique entre le XVIIe et le XIXe siècle. Il s'agissait alors d'Indigofera subfructicosa, plante locale, et d'Indigofera tinctoria, plante acclimatée. Nous avons pu découvrir ces grandes installations permettant d'extraire la matière colorante, ce fameux indigo, sous sa forme insoluble. Et nous avons eu le plaisir et la surprise d'accueillir aussi ce jour-là le docteur Henri Joseph, qui cultive et extrait aujourd'hui un indigo en Guadeloupe, et qui nous a parlé d'actualité. Le 11 décembre, nous avons dû annuler la venue de Jenny Balfour pour cause de grève. Sa conférence est donc reportée le 19 mars prochain et elle nous parlera de l'Indigofera tinctoria, plante originaire d'Inde, qui a fait la richesse des compagnies de Hollande et d'Angleterre. J'en profite, juste petit détail, si vous n'êtes pas sur la liste des mails pour être prévenu des conférences, ah, tu n'as pas préparé, d'accord. D'accord. Voilà, vous envoyez un mail à Marianne que vous allez trouver, je ne sais pas comment, on va vous débrouiller, on va bien trouver. Ok. Mais aujourd'hui, nous nous embarquons pour un voyage dans le temps pour nous intéresser à une bisannuelle poussant dans toute l'Europe tempérée. Cette plante est connue sous le nom de pastel des teinturiers. Elle s'est nommée Ved ou Ged. Son nom botanique, c'est Isatis tinctoria. Et pour en parler, nous accueillons Michel Garcia. Alors, pour présenter simplement Michel Garcia, il faut commencer par dire qu'il a fait de la couleur naturelle son centre d'intérêt principal. Donc, en autodidacte complet, pour mieux comprendre, explorer son sujet, avoir une approche plurielle, il est devenu historien, chimiste, botaniste, naturaliste, fabricant de couleurs, jardinier. Michel Garcia est un artisan au sens premier. D'ailleurs, il vous dira qu'un artisan ne peut pas être un spécialiste. C'est un homme de métier, à la recherche de la grande qualité, à l'échelle humaine, c'est tout. C'est donc un éternel étudiant, passant de la formulation au conseil aux entreprises dans le monde entier. Ceci pour essayer de dire le métier, et pour essayer de parler du personnage, il aime transmettre, partager ses découvertes, ses avancements en perpétuel mouvement. Ici, et même ailleurs, nous sommes beaucoup à lui devoir ce que nous savons. Ce soir, Michel Garcia nous parle donc du pastel des teinturiers, Isatis tinctoria, en partant des régions françaises où il a été cultivé dès la fin du Moyen-Âge et en particulier la Picardie. Bonne conférence à tous. Merci, bonsoir à tous et à toutes. Merci Marianne de m'accueillir ici. Merci Isabelle pour cette belle organisation. Je suis très heureux d'être dans cette belle école, ce centre de recherche d'histoire. Évidemment, on va parler d'histoire d'une région qui a disparu. On ne dit plus la Picardie, maintenant on dit les Hauts-de-France. Mais on va en parler un tout petit peu parce que c'est intéressant. Et le pastel, effectivement, c'est pas le nom d'une plante, c'est le nom d'un procédé. Comme on dit,
Le pastis, vous voyez, on faisait une pâte avec des graines d'anis. Le pistou, on faisait une pâte avec le basilic. Pastel, pastis, pistou, ça décrit un procédé, en fait. Voilà un nom qui se définit par un procédé, bien que ce ne soit pas le seul. Et donc, ce que je vous propose, c'est effectivement d'être un petit peu polymathe. L'historien, par nécessité, est polymathe. Il ne peut pas être seulement historien, bien sûr. Il faut qu'il soit un petit peu au fait de l'histoire naturelle aussi. Puis, il faut qu'il connaisse quelques sciences humaines, au moins quelques rudiments. Et c'est ce qui fait l'intérêt de l'approche plurielle, comme l'a bien dit Isabelle. Et donc, je vous propose le plan suivant. Bon, c'est écrit bien petit. Donc, un petit peu d'histoire naturelle, un peu d'histoire antique aussi, et puis parler bien sûr de la Picardie, mais cette Picardie qui est un peu à cheval entre... enfin, c'est un peu les marches des Flandres, et puis elle a une histoire extrêmement tourmentée. Et puis finalement, le pastel en tant que plante colorante, et puis tous les remous que ça a pu susciter. Voilà, donc un programme, un petit survol juste pour donner envie et d'en savoir plus. Et vous verrez sur les diapositives, dont je donne volontiers une copie si ça intéresse quelqu'un. Et sur les diapositives, il y a des suggestions de lecture, parce qu'il y a un certain nombre de livres anciens qui sont tout à fait intéressants. Et pourquoi les paraphraser, puisqu'ils sont disponibles sur Internet librement. Donc j'ai mis un certain nombre de couvertures de livres qu'on n'a pas besoin finalement d'évoquer, il suffit de les lire. Hein. Voilà. Alors, commençons par parler du bleu, un petit peu d'histoire naturelle, parce que c'est intéressant. L'indigo n'est pas la seule couleur bleue qui puisse être utilisée en teinture et pour des colorations diverses. Il y en a d'autres, il y en a eu d'autres, mais finalement c'est l'indigo qui a supplanté un petit peu la plupart de ces couleurs. D'abord, disons qu'il y a des couleurs que l'on voit, elles peuvent être d'origine physique, et c'est très intéressant pour le bleu parce que c'est à peu près la seule couleur qui est dans ce cas-là. Donc il peut y avoir des couches minces sur certaines plantes, à la surface de certaines plantes et animaux, qu'on appelle des iridisomes, et donc ça reflète la lumière à la façon d'un prisme. Et vous savez, vous n'allez pas faire bouillir des plumes de paon pour avoir une teinture bleue ou des fruits du palmier, de l'arbre du voyageur, et pourtant ce sont des bleus magnifiques. Alors ça, c'est un aspect physique, et vous savez, comme les plantes aiment bien être aussi un peu plurielles, et les plantes ne font pas que de la chimie. Mais par ailleurs, il y a un certain nombre de plantes donc, qui fabriquent des composants qui apparaissent bleus quand ils sont couplés de façon linéaire. Alors peut-être avez-vous eu dans votre jardin des hortensias, par exemple. Et vous savez que l'hortensia, quand on l'achète, il est souvent d'un joli bleu. Et une fois qu'on l'a mis au jardin, en peu de temps, il fleurit rose et il ne fleurit plus bleu. Parce qu'il manque quelque chose. Le pépiniériste triche un peu. Il arrose l'hortensia avec une solution de sel métallique de façon à ce que les colorants roses se couplent de façon linéaire. Et alors, une molécule qui est très très longue comme ça, elle va renvoyer une longueur d'onde dans le bleu. Et il y a pas mal de plantes qui font ça. On pourrait le susciter, mais finalement, et c'est le cas pour l'indigo, vous verrez, on a préféré sélectionner une de toutes ces plantes qui pourrait faire ça. On connaît bien sûr la spiruline avec les phycocyanines, on connaît différentes plantes à alcaloïdes, la famille des Euphorbiaceae, les fleurs bleues bien sûr, les bleus et autres, mais c'est l'indigo qui a prévalu parce que finalement, de l'aveu de tous, c'est la couleur la plus solide. Alors, un mot pour parler de colorant. Alors, je sais que c'est un peu... On ne s'attend peut-être pas à entendre parler de chimie ici, mais c'est quand même intéressant. En fait, une molécule renvoie une partie de la longueur d'onde absorbée dans certaines conditions. Quand il y a des liaisons carbone, une alternance de liaisons simples et doubles. Et ça, c'est très intéressant parce que ça fait partie un peu du mystère de la teinture à l'indigo. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes ici qui connaissent cette teinture et qui la pratiquent. En fait, c'est intéressant parce que quand il y a un certain nombre de ces liaisons
simples et doubles, qu'on appelle les chromophores, là. À partir de cette liaison, la molécule, elle absorbe plus dans l'ultraviolet. Elle ne restitue pas seulement l'ultraviolet, elle restitue une couleur. Et si en plus elle est linéaire, elle va restituer du bleu. C'est le cas de l'indigotine, cette molécule que vous voyez là, qu'on appelle indigo par abus de langage. Mais par contre, elle existe sous une forme soluble aussi, qui plaît au teinturier. Et alors là, les liaisons doubles sont interrompues. Et du coup, elle apparaît incolore parce qu'il n'y a plus le nombre de chromophores qui fait que les électrons sont assez excités pour vous renvoyer une partie du spectre. Alors, tout ça pour vous dire en un mot que les chimistes connaissent ce phénomène, que donc autrefois ça pouvait apparaître comme quelque chose d'extrêmement mystérieux, mais pour nous c'est intéressant de voir que en fait c'est un phénomène qui a été très étudié, mais qui pourtant concourt au, disons, on pourrait dire au charme de la pratique de la teinture à l'indigo, puisque on va tremper des tissus dans des bains finalement qui sont tout sauf bleus, et ça va sortir, bleuir progressivement. Voilà, ça fait un peu partie de cet engouement pour cette teinture depuis fort longtemps. Alors, on a entendu parler par Isabelle de plusieurs plantes à indigo. On a parlé notamment des indigofera. Elle nous a parlé de Suphroticosa, Tinctoria. Mais en fait, il y a une grande diversité de plantes à indigo. Celle dont on va parler aujourd'hui, elle fait partie de la famille du chou, les brassicacées. Mais savez-vous qu'il y a des orchidées à indigo? Il y a beaucoup de lianes de la famille des bignonnes, de la famille des apocinacées. Voilà, il y a donc une diversité de plantes à indigo absolument incroyable. Il y en a seulement une bonne vingtaine qui sont vraiment utilisées par les teinturiers. Mais bon, une plante comme le Cibistax, par exemple, en fait, elle était utilisée au fin fond de l'Amazonie par les locaux qui faisaient des pigments pour les peintures corporelles. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait vraiment un développement autour de celle-ci. Donc il y en a 3 ou 4 qui ont fait l'histoire de la teinture dans les sociétés où on a teint massivement, effectivement, où on a produit des articles teints, c'est évident. Alors si on s'amusait à faire l'arbre du vivant, enfin vous voyez un petit peu l'arbre phylogénétique de la vie, on verrait que donc il y a des composés, il y a des indigoïdes, donc des molécules donc, qui donnent naissance à l'indigo dans certaines bactéries, dans une diversité de plantes énorme, des dicotylédones, des monocotylédones, même des animaux. Moi, je me souviens d'avoir travaillé quand j'étais bien jeune à des recherches archéologiques avec des murex dans le sud de la France, murex trunculus, donc des coquillages qui faisaient tour à tour du violet avec le dibromo indigo ou du bleu, du pur indigo, selon la façon dont on les travaillait. Et donc, il n'y a pas un lien de parenté d'une grande évidence entre toutes ces matières qui donnent de l'indigo, tout bonnement parce que je ne pense pas personnellement que ce soit un caractère génétique des plantes qui soit issu d'une évolution. Je pense que c'est issu d'une symbiose avec des micro-organismes. À partir d'un certain nombre d'essais, en fait, par exemple, une fois, par erreur, ayant traité, enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, mais un agriculteur ayant traité au cuivre les persicaires indigo que je cultivais, là, la plante n'a plus jamais donné d'indigo. Donc il y a des micro-organismes qui ont souffert de ce traitement, bien sûr. Quand vous travaillez par un simple à l'eau tiède, par simple trempage d'une plante à l'eau tiède, on s'était amusé à faire ça et on a replanté les plantes qu'on a extraites puisqu'on ne les a pas trop abîmées, on les a juste trempées dans l'eau tiède sans enlever les racines. Elles ont continué à vivre comme si de rien n'était, mais on avait pompé l'indigo de la plante quand même au passage, sans tuer la plante. Donc, il se passe quelque chose dans le liquide intercellulaire de certaines plantes. Et donc, ça fait partie des mystères de la vie, une sorte de mutualisation, une sorte d'échange, dont je vous dirai quelques mots. Parce qu'il me semble qu'avant même de parler du pastel et de la Picardie, c'est intéressant de parler de l'indigo lui-même. Parce que, finalement, c'est issu d'un concours de formes de vie particulières qui mutualisent, en fait, leurs ressources pour améliorer leur survie. Alors,
En fait, il y a un certain nombre de plantes qui sacrifient un acide aminé, le tryptophane. Vous savez que toutes nos protéines, et celles des plantes aussi, sont composées d'une vingtaine d'acides aminés, donc des substances azotées. Et il y a certaines plantes qui en fournissent à des micro-organismes qui vont les transformer en alcaloïdes, donc l'indiquant. Et c'est cet indiquant qui va pouvoir faire pour la plante une substance très importante pour la plante, l'indirubine et certains dérivés. Donc quand vous voyez une feuille de pastel un peu vieille, et autour de la feuille, il y a un petit liseré rose-violet. La plante fait de l'indirubine pour échapper, pour repousser des prédateurs, pour échapper à un certain stress, pour se protéger, tout simplement. Et l'indirubine, c'est dans le projet de la plante, et c'est très intéressant au niveau médicinal. On lui a trouvé des propriétés antimutagènes, donc pour la recherche contre le cancer, et surtout des effets très intéressants en dermatologie, contre le psoriasis, l'eczéma, donc des maladies très très difficiles à traiter, hein. Je ne sais pas si vous avez rencontré des gens qui souffrent de ce genre de maladie, mais c'est très difficile, même avec toute l'avancée médicinale de la médecine qu'on peut saluer. Et donc voilà, la pharmacopée chinoise, on faisait traditionnellement de l'indigo. Pour préparer une huile, on faisait tout simplement le pigment indigo avec différentes plantes, et puis on faisait une huile médicinale pour soigner les gens. Et alors les hommes, curieusement, hormis cette utilisation médicinale, donc du produit fait directement par la plante, les hommes ont un peu dévoyé le projet de la nature, je dirais. Par leur art, ils ont prolongé l'œuvre de la nature, et avec ces fameux précurseurs, l'indiquant, cet alcaloïde, ils ont fait un dimère bleu, en l'oxydant d'une manière un petit peu spéciale, en présence de substances alcalines. Donc quand ces petits indiquants se mettent en ligne comme ça fait cette fameuse molécule d'indigo bleu, donc, qui par elle-même a aussi des propriétés. C'est très intéressant, on s'est amusé à faire ça, vous savez, on a pris un tissu blanc, un tissu rouge, un tissu bleu, et on a mis un thermomètre dedans, et on a vu que la température au soleil montait beaucoup moins vite dans le tissu bleu, le même tissu, bien sûr. Avec un colorimètre, on a vu que les tissus bleus, ils émanaient dans l'infrarouge, c'est-à-dire qu'ils repoussaient les infrarouges, donc ils ont des propriétés rafraîchissantes. D'où les hommes bleus du désert. Quand j'étais gosse, on nous disait « tu t'habilles en blanc, t'as pas trop chaud quand il fait chaud, tu t'habilles en noir, ça attire la chaleur ». Et moi je me disais « les pauvres bédouins, ils sont pas allés à l'école, hein, parce qu'ils font l'inverse ». Ben non, ils sont pas allés à l'école, mais ils en savent une autre, c'est qu'effectivement, cette molécule, elle repousse les infrarouges. Donc, indirubine, indigotine ont été intéressants pour les hommes depuis des temps immémoriaux, probablement. Et donc, c'est une teinture parfaitement qualifiée. C'est peut-être un argument supplémentaire qui a fait qu'on a abandonné les autres, puisqu'on avait des produits de bonne qualité, de bonne solidité, avec une réputation. Encore aujourd'hui, au Vietnam, on vous dira « Oh, mais ça, en plus, on ne peut pas aller dans les rizières sans porter les blouses teintes en indigo, parce que ça repousse les serpents. » L'odeur repousse les serpents. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas de serpent à porter de la main pour faire un essai, avec ou sans blouse bleue, mais bon, en tout cas, l'indigo est auréolé de tout un ensemble de convictions comme ça extrêmement intéressant. Alors voilà, nous arrivons à Isatis. Alors c'est intéressant parce que cette plante est de la famille du chou. Elle n'est pas bleue. Vous voyez une rosette d'Isatis tinctoria en bonne santé, comme ça, prête à récolter. Parce qu'en fait, c'est une plante bisannuelle. La première année, elle fait une grosse salade, comme une laitue, en fait. Et la deuxième année, elle monte en graines. Comme une laitue, vous n'allez pas manger de la laitue de deuxième année, hein. Elle fait 1,50 m de haut, votre laitue, elle a des feuilles minuscules, ça ne va pas. Et là, c'est pareil, on récolte la plante de première année. Et alors, la plante n'a pas tout dit. J'en profite pour parler un tout petit peu de l'écologie de la plante, c'est extrêmement intéressant. Elle héberge des papillons blancs qu'on appelle des pierrides.
Et puis alors, figurez-vous que les alcaloïdes indoliques, donc les précurseurs de l'indigo, en fait, ils stimulent la ponte des pierrides. Alors on pourrait se dire, mais elle est suicidaire cette plante, imaginez le chou qui attire les papillons, quoi. Il les attire, mais en plus il le fait exprès. Parce qu'on pourrait dire, le pauvre chou, il se fait manger par des papillons, il a rien demandé à personne. Mais non, il va les chercher. Et alors je me suis posé la question, parce que j'ai eu l'occasion de cultiver à plusieurs reprises et de travailler pour des gens qui cultivaient. Mais pourquoi? Et en fait, c'est très intéressant. La chenille, quand elle sort de son œuf, elle ne mange que ce que mangeait sa mère. Elle est programmée pour manger la nourriture de l'être dont elle est issue. Alors en fait, c'est très intéressant parce que la plante attire des chenilles, attire des papillons, lesquels papillons font des chenilles qui mangent à peu près tout d'une sous-espèce. Et en fait, la plante, elle mute d'une façon incroyable, parce qu'en fait, ces papillons, ils sélectionnent, évidemment, ils éradiquent une bonne partie d'une de ces sous-espèces, et en fait, la plante, elle maintient comme ça ce qu'on appelle une population. Alors, c'est très intéressant, parce que, en fait, vous avez dans le même champ des feuilles larges, des feuilles étroites, des feuilles lisses, des feuilles poilues, et si vous laissez la plante livrer elle-même sans faire de sélection variétale, vous sacrifiez un petit pourcentage de feuilles, mais la plante se renouvelle, elle a toujours 1 an d'avance par rapport à l'insecte. Et pourquoi elle a 1 an d'avance? Parce que quand l'insecte sort, il mange ce que mangeaient ses parents, mais donc, étant donné que ses parents, ils ont concouru à éliminer une sous-espèce, l'insecte, il ne peut pas manger les autres, il ne les connaît pas, il ne les reconnaît pas, les autres sous-espèces. Donc, il mange que celles que mangeaient les parents, et pendant ce temps-là, les autres espèces se développent. Et donc, c'est une plante qui fait des populations, et donc qui multiplie une certaine diversité. Alors évidemment, faire de la sélection variétale dans cette perspective, c'est la catastrophe, parce qu'après, il faut tuer les papillons, quoi. Ah, vous êtes obligé, parce que si vous faites une sélection variétale, ils ne vont avoir que ce que mangeaient leurs parents, et là, je vous garantis qu'ils vont les manger, hein. Et donc, ça ne va pas aller. Donc, la plante a mis en place des dispositions absolument incroyables. Et alors, comment est-ce qu'elle fait pour stocker les alcaloïdes dont on va faire l'indigo, l'indiquant? En fait, c'est très intéressant. Elle fait notamment des glucosinolates. Alors, c'est des substances un peu particulières qui contiennent du soufre. Alors, ça va vous sembler un peu bizarre, mais vous savez que si vous sucez une graine de moutarde, elle n'a aucun goût. Si vous la croquez, elle devient piquante. Parce que vous faites rentrer en contact une enzyme avec une substance soufrée qui va libérer. Et en fait, ce sont des équilibres instables, donc, où la plante, elle va pouvoir libérer des substances piquantes si elle se fait manger par d'autres prédateurs, hein, voilà, mais seulement dans ce cas-là. Donc, il y a encore un système extrêmement subtil de mise à disposition de ces alcaloïdes-là, donc des substances piquantes et des amères, puisque l'indoxyle est un amère, c'est comme tous les alcaloïdes azotés. Donc, si on se penche sur la plante, on va trouver plus d'une quarantaine d'alcaloïdes indoliques. Donc, vous voyez, c'est un peu réducteur de dire l'indoxyle donne 2 indoxyles, se couplent et font l'indigo, parce qu'en amont, il y a une subtilité incroyable. Et on pourrait passer la journée entière là-dessus, donc je vais me dépêcher un peu plus. Voilà. Donc, excusez-moi, mais un peu d'histoire naturelle ne nuit pas, parce que finalement, on découvre que la plante est un être vivant. On a tendance à l'oublier, on voit la plante comme un sac, une espèce de sac, vous voyez, on va l'ouvrir, on va prendre, alors on va faire du rendement à l'hectare, on va faire la sélection pour faire, vous voyez, le plus fort rendement possible. On va faire une vache avec un seul pis énorme, et tout l'intérieur de la vache, ce sera que du lait. Voilà. Mais ça ne marche pas comme ça, en fait. Ça ne marche pas comme ça, parce qu'il y a une certaine diversité. Voilà. Et en fait, puisqu'on parle du pastel, c'est tout à fait intéressant de voir que le rendement à l'hectare, on a travaillé avec un homme de Picardie, que je salue au passage, mais malheureusement il est mort aujourd'hui, Jean-François Mortier, et on a fait toute une recherche très intéressante. On a cueilli, il y a une dizaine d'années de ça,
il avait cultivé du pastel sur des très très bonnes terres de Picardie, c'est du Leuce, ça vient des anciennes glaciations. Vous voyez, après les glaciations, il y a des vents gigantesques du nord qui ont amené un limon d'une énorme fertilité. Donc c'est les plaines de Picardie sont parmi les meilleures terres du monde. Hein. Il y a des dizaines de mètres de terres fertiles, quoi. Ça se trouve pas partout. Et donc le pastel était magnifique. Et alors on a regardé, avec un petit test tout simple, ce qu'il y avait dans les feuilles. On y reviendra sur ce test. Donc des grosses feuilles, des plus petites feuilles. Et on a vu qu'en fait, pendant 14 jours, la plante accumule, donc dans ses toutes jeunes feuilles, elle accumule les fameux alcaloïdes. Et après, c'est fini, elle n'en fait plus. Et donc ça se dilue dans la biomasse. Alors, il y a autant de précurseurs de l'indigo dans une toute petite feuille comme ça que dans une énorme feuille. Autrement dit, la teneur n'augmente pas avec l'augmentation de la biomasse et elle se dilue, au contraire. Et donc, faire de la biomasse, c'est-à-dire de la tonne à l'hectare, là encore, c'est un petit problème parce que pour traiter ça, pour fabriquer le produit, vous verrez tout à l'heure, il faut beaucoup d'eau, beaucoup d'énergie pour chauffer l'eau, et plus vous augmentez la biomasse inutilement, et plus vous perdez des sous pour rien. C'est ce qui a fait dire à des gens, ouais, mais dans le pastel, il y a beaucoup moins d'indigo que dans l'indigofera. Ouh là là, c'est rien à voir. Ouais, d'accord, quand tu sais pas le ramasser. Mais si vous ramassez que les petits bouquets, alors ça, ce sont des petites cultures, je sais pas si vous les voyez. Enfin, je suis un petit peu empoté. Il paraît qu'il y a une petite bille. Ah oui, voilà. Vous voyez là? Alors, en fait, ici, il y a des bouquets, vous voyez, qui se différencient. Un petit bouquet là, qui sont bien verticales, bien dressées, ces feuilles-là, vous voyez. Et là, au milieu, à chaque fois, parce qu'on les a coupées une fois. Donc ça se passe en Norvège. J'ai travaillé en Norvège chez des gens. C'est pas une plante spécialement de région chaude. Alors quand la plante a fait sa rosette, on coupe le milieu comme ça, et au bout d'une semaine, hop, elle refait des petites plantes du cœur. Puisque pendant 14 jours, elle fait de l'indigo, pourquoi lui enlever ses vieilles feuilles? Puisque pour nous, c'est pas intéressant. Il n'y a pas d'indigo, très peu. Il faut lui laisser ces vieilles feuilles qui sont couchées, et les jeunes feuilles sont verticales. Et là, du coup, on peut récolter. Parce que sinon, comment vous allez récolter pêle-mêle? Vous ramassez tout, vous esquintez la plante, elle ne va pas refaire des jeunes. Et puis en plus de ça, vous aurez une biomasse indécente. Vous aurez 10 fois plus de biomasse que ce qui est nécessaire. Autrement dit, le bleu, c'est là et seulement là que vous le trouvez. Et là, il y a des traces à peine. Bon, là, les plants sont jeunes, mais voilà. Et la deuxième année, bon, il y a un peu de bleu aussi, mais ce n'est pas très commode. Quand elle monte en graines, voilà. Alors, il y a pas mal d'espèces du genre Isatis qui font du bleu, mais pas toutes. Et on pense que, alors, du fait qu'il y a une répartition du genre Isatis dans un peu toute l'Eurasie, on pense en fait d'après la loi de Vavilov. Alors, Vavilov, c'est un botaniste de Saint-Pétersbourg, hein, qui a travaillé sur l'origine des espèces. Et d'après la loi de Vavilov, donc le genre Isatis serait originaire du Caucase, des hauts plateaux, des vallées des hauts plateaux du Caucase. Et de là, il se serait disséminé un peu partout dans l'hémisphère nord. Alors, c'est quoi la loi de Vavilov? C'est en fait, c'est un recensement. Enfin, pour la mettre en pratique, on recense le nombre d'espèces d'un même genre et on fait une cartographie. À l'endroit où il y a le plus d'espèces, c'est le foyer d'origine. Alors, en Turquie, vous avez une dizaine d'Isatis, en Grèce, il y en a 4, en Italie, il y en a 2, en France, en Angleterre, il n'y en a qu'un. De l'autre côté, en Afghanistan, il y en a 3 ou 4, en Inde, il y en a 2, au Japon, il y en a 1. Donc, le foyer d'origine, c'est le Caucase. Et donc, on pense que l'Isatis a été propagé intentionnellement, peut-être, mais aussi il a été propagé parce que c'est une messicole. C'est une plante, comme le bleu et le coquelicot, qui arrive spontanément dans les champs de céréales. Alors, vous pensez bien qu'on ne s'amusait pas à bluter les céréales pour faire la semence. Et donc, en fait, quand on plantait du blé ou de l'orge, on plantait aussi des petites graines d'un peu tout ça. Hein, c'est nos fameuses messicoles. Aujourd'hui, on parle de les protéger, bien sûr, au nom de la biodiversité. Et donc, le pastel en fait partie.
Et donc, c'est assez intéressant de voir que, en fait, ça nous propulse un petit peu au néolithique. Hein. C'est difficile de savoir qui a commencé. Et effectivement, la plus vieille teinture bleue du monde, alors c'est 3 petits bouts de fil de lin, hein, c'est pas des super étoffes, mais ça a été daté d'environ 9000 ans. Ça a été trouvé en Provence, dans une grotte, la grotte de l'Adaoust, au village de Jouques. Et donc, c'est en 1917 qu'a lieu la découverte. Et bien sûr, on n'a plus à disposition ces éléments qui étaient minuscules, qui ont été peut-être maltraités à l'époque. Enfin, du moins, ils sont passés de main en main. Voilà. Et donc, l'équipe des archéologues Cotte avait trouvé donc, des petits paquets de fibres. Et donc, c'était des restes d'un vêtement. C'est absolument providentiel et c'est parce que le climat est très sec, parce que trouver des traces de textiles aussi vieilles, c'est rarissime. Et donc on a eu au moins une preuve à un moment donné qu'au néolithique, il y a des gens qui ont déjà utilisé du pastel. Alors est-ce qu'ils ont commercé avec des gens, des orientaux, qui leur ont vendu des choses teintes? C'est possible après tout. Est-ce qu'ils ont eux-mêmes teint? C'est tellement facile, en fait, on peut teindre en frottant les feuilles contre un tissu et en l'exposant à l'air, en répétant l'opération. Un simple frottement comme ça de feuilles, et on jette la feuille, on change, on en fait d'autres, et progressivement, votre tissu bleuit à l'air. Donc la technique de teinture, elle est archi-archaïque, celle-ci, elle n'a pas prévalu dans le temps, mais on peut tout à fait imaginer que ça puisse se faire par accident, et après, bien sûr, par l'observation, le faire intentionnellement. En tout cas, c'est intéressant de voir que finalement, sur les bords de la Méditerranée, on a les plus vieilles teintures. Alors, on arrive en Picardie, bien sûr. Alors, c'est intéressant. Bon, aujourd'hui, c'est les Hauts-de-France, donc c'est la carte du milieu. Mais la Picardie, donc il y a quelques années, en fait, elle était relativement proche des frontières de l'ancienne province romaine des Belges. Quand vous lisez Jules César, il vous parle des Belges, et les Belges sont impressionnants à l'époque. Bon, on dit que ce sont eux qui ont conquis la Bretagne, la Grande-Bretagne, hein, et après, donc ils y ont amené leur technique, mais ils étaient très connus, les Belges, pour leur maîtrise du lin. Et les Romains respectaient beaucoup ces techniques-là. C'était quelque chose de bien particulier, à tel point que, en fait, belge, ça vient du nom celte du lin, belk, et puis les druides, c'était les gens du lin. C'est assez intéressant parce que vous allez voir que donc cette Picardie dont on va parler, elle était connue pour le lin dès l'Antiquité, mais faudrait y rajouter les Flandres et bon, monter encore plus haut parce que le périmètre est relativement vaste finalement. Mais c'est tout à fait intéressant parce que on y a travaillé la laine, bien sûr, on y a travaillé le lin et la couleur. Et donc, dès l'Antiquité, on sait que ces gens étaient des experts au niveau textile et de couleur. Alors, quelques petits textes sur les Bretons, les Gaulois. Alors, la Neustrie, vous savez, c'est la province autour de Soissons. Donc, on est dans le périmètre un peu des anciens Belges. Ils sont connus, donc, pour le pastel, dès l'époque de Théophraste, hein, donc des textes antiques là, et aussi le Vexin normand, la province des Bélocasses. Et alors vous allez voir que Normandie et Picardie donc, sont deux endroits qui ont laissé énormément de témoignages anciens donc de la pratique du pastel. Et d'ailleurs, il y a eu un certain nombre d'échanges, bien sûr, pensez bien, entre ces provinces. Et donc, bon, Pline aussi parle des Bretons. Alors, les Bretons de la Gaule, enfin, on peut considérer les Bretons de la Bretagne, mais peut-être qu'il est de l'autre côté aussi de la mer. C'est un peu flou, j'ai pas réussi à le savoir exactement. En tout cas, c'est bien connu que les Bretons sont des experts. Et donc, la plante, en fait, dans tout le monde romain, on l'appelle le glastrum. Et quelquefois, on traduit glastrum par vitrum, le verre, en fait,
Parce que glastrum, ça vient du breton glace. Je ne sais pas s'il y a des bretons aussi, mais glace, ça veut toujours dire bleu, comme le pays glasique, par exemple, ou bleu-vert, selon, enfin, c'est pas tout à fait défini. Et c'est assez intéressant parce que, vous voyez, je me suis amusé à ramasser quelques petits témoignages là, de ces gens qui connaissaient le bleu. Et donc, bon, la Gaule en général, la Gaule du Nord principalement, hein, surtout donc Bretagne, Normandie et Picardie, étaient connus dès l'Antiquité pour la maîtrise, la connaissance du bleu, la fabrication, probablement aussi la culture. Hein. Vous voyez, Martial, Horace, Hérodianus, Pomponius Mela, Vitruve, Jules César. Je n'ai pas essayé de tout ramasser, mais on peut dire qu'il y a quand même des témoignages. C'est intéressant parce que c'est une époque où pour laquelle on a beaucoup d'écrits. Par contre, quand on va rentrer dans le Moyen-Âge, on en aura beaucoup moins. Et donc, je me suis un petit peu attardé sur ces textes parce que finalement, on va rentrer dans une sorte de nuit du Moyen-Âge où là, on n'a pas beaucoup de textes écrits. Et c'est difficile de vous parler de la oued, c'est le nom donc picard du pastel, et pour laquelle on n'a quasiment aucun texte, sinon des opinions. Alors j'ai essayé d'éviter les opinions, et je vais juste rester encore sur une ou deux diapos, je vais rester dans l'Antiquité, parce que en fait, je vous ai dit que donc le pastel est originaire du Proche-Orient, et donc là, par contre, dans l'Antiquité, on a beaucoup d'écrits. Et il y a notamment un papyrus très intéressant, daté du IIIe siècle, qui est écrit en grec. C'est un papyrus égyptien qui a été trouvé à Thèbes, dans la tombe d'un scribe. Et c'est très très intéressant parce que c'est écrit en grec démotique. Alors c'est du grec pas très difficile, c'est un peu comme l'anglais. Vous voyez, c'est l'anglais d'aujourd'hui. Quand vous voyagez un peu partout dans le monde, vous parlez un anglais qui n'est peut-être pas l'anglais d'Oxford, mais vous vous faites comprendre de tout le monde parce qu'on a à peu près tous le même. Vous voyez, et donc ça, voilà, il y a un anglais simplifié quelque part. Et là, c'est le grec de la koiné. Koiné, ça veut dire la langue commune, hein, en grec justement. Et donc, c'est pas très très difficile à lire. Ce papyrus est conservé à Stockholm. Et donc c'est très intéressant. Il faut imaginer, c'est écrit par un scribe qui prend des notes. En fait, le gars, il prend un cours, il suit un stage de teinture végétale et il prend des notes en style télégraphique. C'est-à-dire, c'est pas de la super littérature avec des sujets, des verbes et des compléments. Ce sont des notes. Alors c'est un petit peu difficile aussi à traduire. On se dit que peut-être le gars il va tellement vite qu'il parle surtout, il prend des notes pour lui et pas pour nous. Donc lui il se comprend et pas forcément, il s'attend pas à ce que 1700 ans plus tard on tombe sur son papyrus et que on en fasse un traité de référence. En tout cas c'est très intéressant parce que ce qu'il nous dit ressemble terriblement à ce qu'on va faire par la suite jusqu'au 19e siècle, quoi. Donc ça vaut le coup de s'y arrêter 2 minutes. Et ça ressemble terriblement à ce qu'on faisait aussi au Maghreb jusqu'à une époque récente. Là, on est en Égypte. Moi, j'ai eu la chance de travailler en Jordanie, où donc il y a des écrivains israéliens qui ont trouvé des textes depuis le IVe siècle, donc qui parlent du pastel et de la culture du pastel également, donc en Israël et dans la Palestine, la grande Palestine. Et donc, en gros, le procédé, je vous le paraphrase, mais j'ai mis beaucoup de textes pour éviter de les déformer dans la perspective où je savais qu'il y avait beaucoup d'étudiants et de jeunes chercheurs, et moins jeunes d'ailleurs, peu importe, qui seraient intéressés par ce sujet. Donc, vous pouvez avoir une copie de ce texte. Donc, évidemment, c'était un peu fastidieux à l'écran, mais l'idée, c'est qu'en fait, on va d'abord écraser les feuilles. Ne serait-ce qu'un tout petit peu, avec des gros sabots vite fait, mais il faut les écraser. Et je l'ai refait récemment avec du pastel de Picardie. Il y a eu des feuilles soigneusement ramassées qu'on a bien séchées comme ça. Et il y en a d'autres qu'on a un petit peu maltraitées et qu'on a fait sécher tout doucement. Et bien là, il y a une action enzymatique incroyable. Et les feuilles qui ont été un petit peu maltraitées, elles ont bien bleui. Les autres non. Et celles qu'on bleuit nous permettent d'en extraire quelque chose, même sèche, et pas les autres. Et donc, on s'accorde depuis l'Antiquité pour
cascailler un peu, comme on dit en Provence, maltraiter un peu ces feuilles, les esquicher là, de façon à ce qu'elles elles deviennent noires, en fait, elles bleuissent, elles noircissent. On l'appelle ça l'anthrax. C'est le nom du charbon hein, dans ce texte. Et puis après, on teint. Alors c'est très intéressant parce que on va utiliser de la potasse qu'on fait avec le suin, littéralement. Alors il faut bien dégraisser la laine avant de la teindre. Donc on a du suin et ce suin, on le transforme en carbonate de potasse. Et puis on y met un tensioactif, on y met un surfactant naturel qui est une saponine, du gypsophile. Et ça c'est très très intéressant parce que ça empêche l'air de rentrer. C'est comme voilà, c'est une substance qui empêche l'air extérieur de rentrer dans la cuve, donc qui va maintenir des conditions sans air. Et c'est tout à fait intéressant parce que c'est extrêmement astucieux. Et puis quand même, d'après les poids et mesures, c'est quand même des cuves de 500 litres. Hein. On se croirait au Moyen-Âge, là, avec les gros fûts et les gravures et tout. On est à peu près dans les mêmes formats. Sauf que ce texte, il remonte au IIIe siècle et qu'on l'a trouvé au XIXe siècle. On l'a trouvé lors de fouilles archéologiques. Donc il y a eu, en parallèle de ce texte, on pourrait dire, ouais, ils ont tous lu le même texte, c'est normal. Mais non, parce qu'on l'a trouvé après, ce texte, on l'a trouvé récemment. Donc il y a eu vraiment une transmission très intéressante. Bon, encore plus intéressant, on fait bouillir de l'urine pour avoir du carbonate d'ammoniac, donc ça fait un alcali, etc., etc. Donc il explique en détail comment teindre. Le texte est plutôt détaillé. Là, je l'ai compressé, mais on le trouve très facilement, hein, bien sûr. Et puis, alors, à un moment donné, une fois qu'on a tout bien préparé, on rajoute du fucus. Alors ça, c'est super intéressant, ça. Qu'est-ce qui vient faire le fucus? Alors, les historiens, vous allez comprendre où je veux en venir. Attention aux anachronismes. Le mot fucus, même dans les dictionnaires des auteurs classiques et tout ça, ou phycos, si vous voulez, en grec, ça désigne pas une algue marine, ça désigne la plante avec laquelle on se farde, qu'on appelle aussi rhizion, la petite racine, de fucare en latin, farder. Et quelle est la plante en argot qu'on appelle le phare? Parce que lui aussi il prend des notes en argot. Il n'y a pas que nous qui appelons pastel une plante qui serait un abus de langage, c'est pas son vrai nom. Lui, son agent réducteur, là, en fait, c'est la Garance. Et donc, c'est la plus vieille trace de la cuve à la Garance. C'est une cuve qui s'est pratiquée jusque dans les années 1900, parce que même à la découverte de l'indigotine synthétique, il y avait des purs et durs qui gardaient l'indigo comme l'indigo naturel, hein, comme pour teindre. Et donc, cette cuve, on a un témoignage du IIIe siècle d'une recette que vous allez voir traverser les siècles. On va la retrouver plein de fois dans cet exposé. Et c'est tout à fait intéressant parce que, évidemment, si on ne fait pas attention, on va traduire fucus par algue marine. On se demande ce qu'elle vient faire. Alors, certains exégèses ont dit, ouais, mais ils étaient tellement bêtes qu'ils ne savaient pas reconnaître un lichen d'une algue. Là, tu parles des Grecs, hein, quand même. Hein. Enfin bon, les gars, ils étaient quand même au bord de la mer, hein, dans leurs îles. Enfin, faut être super lourdingue pour confondre un lichen et une algue. Hein. C'est un petit peu infamant comme appréciation. Non, non, il faut faire très attention. Et cette cuve, en fait, on peut la suivre à la lettre. Et je suis allé chercher de la saponaire parce que j'avais pas de gypsophile, mais c'est la même famille. Et c'est très intéressant. Même avec un milieu assez peu réduit, votre cuve reste bien verte. C'est presque innovant, si vous voulez, au niveau écologique, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Ce sont des pistes inexplorées, mais très intéressants. Alors, bien sûr, que vous dire du Haut Moyen-Âge et de la fin du Haut Moyen-Âge, les Normands, bien sûr, les Vikings, avec la tapisserie de Bayeux, hein, qui est une broderie. Je ne sais pas si vous l'avez vue en vrai, mais il y a des bleus. Elle a quand même près de 1000 ans d'âge, il faut voir la beauté des bleus, hein, près de 1000 ans. Elle a été souvent conservée à l'intérieur, c'est vrai, mais elle est beaucoup sortie en procession. Et bon, elle n'a pas été si bien traitée que ça, dans le fond, à traîner dans des coffres au fond d'églises humides et tout ça. Bon, c'est quand même pas... Quand vous voyez la beauté des bleus, les Normands ont laissé des traces, les Vikings ont laissé des traces sur le site archéologique de York,
en Angleterre, par exemple, on a retrouvé des traces de cuves au pastel. Et il y a même un Anglais, John Edmonds, qui a travaillé sur les bactéries qu'on a trouvées sur le site archéologique. Et en fait, c'est des Clostridium, c'est des bactéries réductrices. C'est vraiment intéressant parce que ça fait 1000 ans que ces fonds de cuve ils traînaient dans la terre, hein, puisque le site avait été englouti, bien sûr, enfin enfoui. Et ils ont retrouvé des petits sédiments au fond des cuves d'indigo qu'ils ont analysés. Et donc, on sait que c'est des cuves au compost avec une activité bactérienne. Donc, ces Vikings-là, bon, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pu travailler un peu en Norvège avec des historiens qui travaillent là-dessus. C'est très intéressant. Vous savez qu'en hiver, ils montaient en Russie par le nord. Hein. Ils descendaient le long des lacs gelés, ils descendaient la Volga avec les dracars sur des skis. Et je connais des gars qui ont reconstitué ça, qui ont fait le voyage, enfin une partie du voyage maritime. Et là, ils arrivaient à Constantinople, ils faisaient du commerce. Et dans les tombes vikings, on trouve des objets chinois qui arrivent par la route de la soie, des objets du monde arabe, on trouve des Bouddhas, on trouve des trucs comme ça. Vous voyez, donc c'était des sacrés voyageurs quand même. Et toujours est-il que, au niveau de la maîtrise des teintures, ils étaient très forts. Et évidemment, en Normandie, la Normandie est toujours restée un fief. Alors on doit parler de la Picardie, c'est vrai, mais il faut voir que la Normandie n'a pas lâché, même avec l'avancée des progrès, l'arrivée de l'indigo qui concurrençait le pastel. En fait, en Picardie, c'est la oued, et en Normandie, c'est la voued, mais on a des techniques assez similaires et qui vont rester très très longtemps. Donc il y a une vraie culture flamande, picarde, disons nordique aussi, du pastel, et c'est tout à fait intéressant. Alors, quels sont les textes auxquels on peut se référer? On n'en a pas beaucoup sur le Moyen-Âge, on n'écrit pas des traités de teinture à cette époque, c'est dommage. Et donc qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a quand même un certain nombre de règlements, parce que, en fait, Saint-Louis, Louis IX, de retour de croisade, a eu l'idée de mettre fin un peu à un certain nombre de querelles de métiers et à structurer les confréries de métiers. Et donc, il propose à un de ses compagnons d'armes, Étienne Boileau, de rédiger des chartes de métiers, c'est-à-dire des règlements. Et on va voir tous les corps de métier, et on leur dit, dites-nous ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Donc faites-nous une espèce d'exposé des bonnes pratiques qui font l'excellence de votre métier, et ça vous servira de règlement. Parce que tout le monde râle qu'il y a des escrocs, ils ne sont même pas formés, ils font n'importe quoi, mais ils prennent le marché, le client est mécontent, voilà, c'est des histoires récurrentes. Et donc on dit aux teinturiers, c'est un des textes les plus anciens qu'on ait, qui nous explique ce qu'il faut faire et pas faire. Donc dans le livre des métiers d'Étienne Boileau, que vous trouvez bien sûr en ligne, on demande aux teinturiers ce qu'il faut faire. Et alors il y a deux choses qu'il ne faut pas faire. Ils ne veulent pas dire ce qu'il faut faire parce qu'il ne faut pas vendre la mèche non plus, c'est compliqué. Il vaut mieux faire un interdit que faire l'exposé de l'excellent travail qu'on pourrait faire, parce que la concurrence, du coup, elle va vous piquer vos idées, vous comprenez? C'est très compliqué quand même, c'est nouveau d'écrire les choses à cette époque. Et donc il ne faut pas prendre l'Alain de Boucan, l'Alain de Lipari, l'île de Lipari. Il est archi ferreux, il noircit les jaunes, il ternit les rouges. En fait, c'est pas un bon produit. On en a besoin pour fixer certaines couleurs de l'Alain, mais pas celui-là. Celui-là, c'est vraiment un mauvais. Et le foule, ou la foule graine, ah ça, il faut pas le faire parce que ce sont les Catalans qui cultivent ça. On cultive ça au Baléares, on cultive ça dans différents endroits. C'est une petite forbiacée qu'on a déjà vue tout à l'heure, et on en fait un pastel également, qui donne un espèce de bleu. Ce sont des alcaloïdes aussi, qui donnent un dimère. Mais alors là, on l'interdit. Et alors, on va l'interdire longtemps, jusqu'à même l'époque de François Ier. On va réitérer ces interdits. Parce que ces règlements, en fait, on les renouvellera, et c'est une chance pour nous de savoir comment ces gens travaillaient grâce à ces règlements. Des fois, ils sont très laconiques, c'est une poignée d'interdits, simplement. Et donc, François Ier va faire des règlements pour la ville de Bourges, il dira interdit le foule graine. Parce que, vous comprenez, c'est son pire ennemi, Charles Quint, qui dispose de l'Espagne et tout. Par contre, Charles Quint, il va faire les règlements de la tapisserie.
à Gand. Et donc il écrit un des premiers règlements de tapisserie à la même époque. Et lui, il autorise la full grain, bien entendu, puisque c'est eux qui le produisent. Mais quand même, tout le monde finira par s'accorder sur la bonté du pastel, disons, par rapport aux autres couleurs. Et c'est une des dernières rémanences d'une teinture bleue qui pouvait la concurrencer. J'en ai pas trouvé d'autres. C'était encore... bon, si vous vous intéressez à l'histoire de l'Espagne et de la Catalogne, vous entendrez parler du full. Mais ça n'a jamais été aussi important que le pastel de toutes les manières. Alors, le mot Picard vient d'une famille, en fait, une famille de ce qui est aujourd'hui cette région-là de Picardie. Et donc, en fait, les grandes villes de cette région, de cette région émergente au Moyen-Âge, en fait, font partie d'une anse, d'une ligue, d'une anse la anse des 17 villes. Et donc là, c'est très tourné. Au Moyen-Âge, la Picardie, disons, ce territoire, est très tourné sur les Flandres, en fait. Et il fait partie de ce grand consortium commercial là qu'on appelle la Ligue hanséatique. Et donc le commerce est vraiment tourné vers l'Angleterre, vers le nord, vers les Flandres, jusqu'à la Russie, l'Allemagne, bien entendu. Et donc, l'élaboration même de l'indépendance de cette région, et c'est finalement ces influences quand même du Nord et donc de ces anciennes limites un peu. Alors, j'ai cité un certain nombre d'historiens parce que vous trouvez les livres en ligne, comme le livre de Francisque, là, qui est très bien. Et puis, en fait, effectivement, c'est autour du XIIe siècle que vraiment la oued va se développer. On ne sait absolument rien sur les procédés, mais on sait qu'on en fait des pastilles ou des tourteaux, c'est-à-dire des boulettes aussi, on dit parfois. Et donc, en gros, on presse les feuilles pour en faire des petites unités. Dont on remplit des gros tonneaux qu'on envoie en Angleterre, qu'on envoie dans le Nord, dont on fait un gros commerce. Et finalement, il n'y a rien de particulièrement exceptionnel, puisque c'est ce qu'on appellera dans le Sud les cocagnes, donc des boulettes plus ou moins rondes, plus ou moins peu importe la forme finalement. Et donc c'est un procédé de conservation, sur lequel on reviendra, parce que là, on a de très beaux descriptifs après, à la Renaissance. Et donc, en gros, on broie les feuilles. On est à peine différent de ce qui se faisait dans l'Antiquité, de ce qu'on a vu tout à l'heure. On broie les feuilles, et puis là, on en fait des boulettes pour les conserver. Donc, ça noircit un peu, bien sûr, par effet enzymatique, par hydrolyse des composants. Et puis, on les stocke. Et comme ça permet de les déshydrater et d'en faire le commerce, bien sûr. On ne peut pas, franchement, imaginer faire le commerce de feuilles de choux fraîches si vous n'avez pas de camion frigo. Bon, c'est même pas la peine d'essayer, parce que ça va pourrir à une allure. Donc c'est une brassicacée, c'est la famille du chou. Ça ne peut pas se conserver, ça ne peut pas se sécher tel quel. C'est très compliqué. Donc finalement, on en réduit la masse. Et si vous avez déjà fait un jardin, vous savez qu'avec une grosse pile de feuilles comme ça, vous avez un tout petit peu de compost, en fait. Par contre, c'est du super extrait. Voilà, toutes les feuilles mortes que vous avez ratissées l'année dernière, ça vous fait un tout petit tas de compost, un petit peu dérisoire, mais alors c'est de l'or noir, bien sûr. Et en fait, c'est un des premiers procédés comme on pourrait dire, de concentration. On peut dire que le compost de feuilles, parce que ces boulettes, on les fait sécher, évidemment, elles réduisent beaucoup en poids et en volume. Et donc, ça concentre la matière organique par consomption de tout ce qui peut être sucre et autres. Et donc, du coup, on a une matière qui est beaucoup plus concentrée, parce que dans la feuille fraîche, il y a très peu de bleu, finalement, enfin de précurseurs du bleu, et même si on la sèche. Tandis que si on la composte, eh ben voilà, avec 1 kilo de feuilles fraîches, on ne fait pas beaucoup de compost, mais c'est du plus concentré. Voilà. Donc, c'est un peu la matière la plus intéressante, évidemment. Voilà. Alors, on a souvent cité cette fameuse cathédrale d'Amiens,
voyez, qui auraient été financés par les marchands ouédiers qui se faisaient des fortunes et tout. En fait, sur la cathédrale, il y avait une phrase, un épigraphe qui est là. Les bonnes gens des villes d'entour Amiens qui vendent oued ont fait cette chapelle de leurs aumônes. C'est-à-dire tous les corps de métier faisaient une chapelle dans un grand édifice comme ça, c'était une œuvre collective. Mais on parle d'une chapelle, on ne parle pas quand même de la cathédrale dans son entièreté. On a beaucoup fabulé sur les fortunes immenses. C'est sûr que les gens ont fait un petit peu de sous, mais voilà, c'est un peu, c'est sans doute un petit peu exagéré. Alors en fait, la ville d'Amiens avait une particularité. Je suis désolé pour la petitesse du texte. J'ai pas réalisé ce que ça ferait à l'écran. C'est une version ancienne parce que j'ai eu peur pour le PDF. Enfin bon, j'ai changé au dernier moment et du coup, j'ai pas une très belle mise en page. En fait, le roi Philippe le Bel, au XIIIe siècle, en tant que roi, il a des prérogatives, bien sûr, et il rétrocède ses droits à son chambellan, lequel les rétrocède à la ville d'Amiens. Et Amiens est propriétaire, en fait, du droit de commercer la oued. Et c'est probablement pour ça que cette ville va prospérer autant. Et donc, progressivement, donc, on va affermir un petit peu comment je peux dire, la production, parce que finalement, c'est un peu comme si on produisait en franchise. On n'a pas de taxes excessives et tout, et donc de suite, ça stimule énormément le développement. Donc à cette époque, la Picardie fait aussi des gros progrès au niveau de l'agriculture. On quitte l'Araire pour avoir une charrue à Soc. Donc l'agriculture se développe, la transformation des matériaux aussi, il y a toutes sortes d'artisanats. Le métier à tisser, il y a un métier à tisser qui se développe, donc aussi un métier un peu plus performant qui permet de faire du drap de laine de qualité honorable. Et donc la oued, il y a de quoi faire avec, et donc c'est intéressant parce que en fait, on rend obligatoire la oued comme produit qui va affermir les autres couleurs. Alors, on n'interdit pas de teindre avec des écorces, par exemple, entendez, des tanins, comme l'écorce d'aulne ou quoi. Mais il faut d'abord teindre en oued pour que ce soit bien solide. Et cette réputation, en fait, de la oued, c'est très intéressant. On va la retrouver dans tous les règlements de teinture. Ça, c'est celui d'Amiens, fait à la demande des teinturiers d'Amiens. Le roi ne faisait qu'entériner, c'était un petit pouvoir des corporations. On allait dire au roi qui signe les règlements qu'on avait écrits. Vous voyez, un petit peu comme aujourd'hui, on dérape un peu sur l'ordre un peu des choses. À cette époque, c'était une prérogative qui a disparu, évidemment, virtuellement sous Louis XIV et qui a été complètement abolie à la Révolution, puisque les corporations étaient abolies. Mais donc, c'était intéressant parce que les corps de métier demandaient au roi d'entériner leurs propres règlements, quoi. Et ça, c'est tout. Vous allez voir, ça entraîne un certain nombre de paradoxes. Parce qu'en fait, les Amiénois, ils sont tournés vers le nord. Avec le port du Crotoy, ils sont bien tournés sur l'Angleterre aussi. Les Anglais, ils sont super forts pour faire le drap. Le drap de laine des Anglais, c'est trop bon, quoi. Il leur manque que la couleur, quoi. Et ça tombe bien, on a un marché formidable. Seulement, bien sûr, les Flamands aussi sont quand même bons, hein. Vous vous souvenez, on est dans un périmètre, on sait bien travailler, mais on fait des excédents et on veut exporter. Mais alors là, se pose un gros problème. C'est que le Royaume de France n'est pas tout petit. Il y a d'autres... on fait du drap de laine dans le sud, notamment, autour de Carcassonne et tout ça. Et ça, c'est un petit peu ennuyeux, parce que les gens de Carcassonne, ils sont un peu chagrins. Ils vont voir le roi, ils disent, voilà, bah ouais, mais alors, eux, ils font une super teinture là-bas, et ils la vendent à nos concurrents.
Et puis nous, qu'est-ce qu'on fait? On a du drap maltain avec peu de couleurs et tout, parce que c'est très loin. C'est difficile de commercer directement avec l'Amiénois quand on habite dans les montagnes de Carcassonne. Et donc, en fait, on va faire du protectionnisme. Et en fait, les quelques textes qu'on a qui parlent de la oued, à cette époque-là, au XIIIe siècle, on interdit d'exporter. On se dit, si on leur interdit d'exporter, ils vont chercher à diffuser dans le royaume de France, et puis on va faire d'excellents produits français. Mais le problème du protectionnisme, c'est très récurrent, hein. Le problème du protectionnisme, c'est qu'il ne porte pas les fruits escomptés, en fait. Et donc, du coup, on consomme une demi-ruine de l'Amiénois, et en fait, c'est presque déjà la fin. C'est presque déjà la fin, parce qu'en fait, le délit des Amiénois, c'est qu'ils exportent finalement. Et il y a quelque chose qu'on n'avait pas prévu, c'est que bien sûr en Europe, il y a d'autres sites importants pour le pastel, et notamment en Lombardie. Et alors les Lombards, ils sont très forts. Et en fait, les Lombards, ils sont très forts aussi pour le commerce. Et les spéculateurs lombards, ils sont très très forts aussi, très bien implantés dans les villes de la Hanse, et notamment à Anvers. Et donc, ils viennent acheter massivement du pastel et ils spéculent, ils attendent que les prix montent. Si vous arrivez à faire des immobilisations, vous en achetez massivement, vous attendez que plus personne en ait, vous le remettez sur le marché bien plus cher. Et ça, c'est très compliqué. Alors, c'est une raison de plus, il faut empêcher les Lombards d'acheter nos produits français, alors les Guedes, les Garences, etc. Et donc, c'est très ennuyeux parce que finalement, on va finir par abandonner littéralement cette région. Vous verrez, j'y viens progressivement. À cause de ça, c'est trop tourné vers l'Angleterre, vers les Flandres. C'est pas assez au profit du pays. Et on va le mettre dans... On va implanter le pastel dans le sud, dans le Languedoc, dans les Languedoc, les 4 diocèses, hein, Albi, Toulouse, Lavaur, Mirepoix, pour que ce soit plus près des fabricants de draps du sud, Carcassonne et autres. Mais les Lombards vont venir et ils vont continuer à faire leur spéculation. Parce que finalement, tout s'achète à prix d'argent. Et on ne se débarrassera pas des Lombards, mais par contre, on va peu à peu sacrifier l'Amiénois, enfin la Picardie. Alors Charles V, enfin, je vais un peu vite, mais selon les rois, on va plus ou moins continuer donc à monter en qualité en interdisant presque toutes les drogues, sauf la Guède, la Garance et les herbes, hein, entendez, le réséda des teinturiers, etc. Le Brésil, parce que finalement le Brésil, c'est évidemment, ça vient pas du Brésil à l'époque, c'est le bois de sapin. Et on a un commerce assez florissant de bois de sapin dans tout le Moyen-Âge. Il y a des vierges romanes qui sont peintes en rouge, enfin, des petites traces dans les plis, hein, des vierges en bois, où on trouve des lacs faits avec le Brésil. Et donc, il y a un commerce de drogues exotiques, mais il y a aussi les produits locaux. Il faut vraiment les protéger et les promouvoir, parce que, voilà, on essaye toujours d'avoir cette... comment dire, cette production d'excellence, en fait, hein, pour avoir part au marché européen. Voilà. Et donc, cette région, elle sera soutenue le plus longtemps possible, hein, au XIVe. Et puis, après, c'est très difficile parce que, en fait, vous avez un certain nombre d'épisodes absolument dramatiques. Évidemment, les Bourguignons, hein, et en fait, voyez à quoi pouvait ressembler la France donc sous Charles VII. Donc la partie turquoise, là, le nord est vraiment en proie à des luttes intestines, enfin des luttes extrêmement fortes. Alors l'Amiénois passe aux Anglais, passe aux Flamands, passe aux Bourguignons. On pourrait dire que c'est plus trop la France, quelque part. Raison de plus, si on veut du pastel, pour essayer de l'implanter un petit peu ailleurs, parce que, voilà, c'est un petit peu difficile. Et bien sûr, à la Renaissance, on fait le pas complètement. On ne trouve plus grand-chose dans la Somme. Le commerce de la Somme dégringole littéralement.
Donc, on continue à considérer la guêtre comme le meilleur colorant possible. Même en temps de guerre, on ferme les yeux un peu quand c'est des bateaux marchands qui viennent de l'ennemi. On ferme les yeux, on a trop besoin de ces sous-là. Et du coup, le pastel ne connaît pas la guerre, hein, c'est bien connu pour le Sud. Et donc, en fait, c'est Bordeaux qui deviendra le très grand port, voilà. Et c'est pour ça que c'est difficile de parler de l'histoire du pastel de la région, de la Picardie, parce qu'en fait, c'est dans une période finalement un peu mouvementée, un peu tournée vers l'étranger, où on n'écrit pas en français, on ne parle pas forcément en français, on parle picard. On est plus tourné vers les Flandres ou vers la Bourgogne par la suite. C'est un petit peu difficile. Et donc, en plus de ça, c'est un petit peu comme une province un peu trop limitrophe, quelque part, avec des intérêts, enfin, avec des régions donc, qui ne sont pas les intérêts nationaux, quelque part. Alors, on va faire, ben voilà, on va mythifier un petit peu la région du Sud, avec donc le pays de Cocagne, hein, voilà. Parce qu'en fait, il y a vraiment de quoi l'utiliser sur place. De toute façon, le grand commerce partira de Bordeaux. Les marchands lombards, les Arnolfini, par exemple, vous connaissez tous, bien sûr, en tant qu'historien de l'art, le portrait de Jean Van Eyck, le portrait des époux Arnolfini. C'est des marchands lombards qui sont des négociants en pastel. Aujourd'hui, c'est un peu contesté. On dit que ça ne représente pas vraiment les époux Arnolfini, finalement, ce tableau. On l'a baptisé un petit peu vite et en fait, ce serait d'autres gens qu'il y a sur le tableau. Toujours est-il que les Arnolfini étaient des gens donc, qui faisaient le grand commerce du pastel à Bordeaux et à Anvers, bien sûr. Et voilà, donc c'était un peu court pour la Picardie. Tous les textes qu'on va trouver par la suite, en fait, les Normands vont s'accrocher. On va avoir référence à plusieurs reprises, on va faire référence aux Allemands. Bien sûr, les Italiens continuent. Et alors, au niveau des procédés, à la Renaissance, on a quelques petits textes qui sont un peu passés inaperçus parfois. Il y a une image qui n'a pas voulu s'installer, là, enfin, bon, c'est pas grave. Donc, les traités des botanistes de la Renaissance sont intéressants parce que comme ils décrivent les plantes, il y a une petite anecdote pour chaque plante. Alors ça c'est intéressant parce que le botaniste italien Mattiol dépasse largement le cadre prétexte, le commentaire des livres de Dioscoride, hein, le médecin de l'Antiquité. Il dépasse largement son cadre pour décrire toutes les plantes et les plantes utiles. Et donc on sait que bien sûr les Italiens produisent beaucoup de pastels, hein, probablement pour une bonne partie de la Méditerranée, et que donc le Bordelais s'occupe du marché du Nord d'une certaine manière, hein, enfin pour ce qui est de l'export. Et alors là, ces textes sont tout à fait intéressants, certains d'entre eux, parce qu'en fait, on apprend que le pastel ne sert pas seulement à teindre en bleu, il sert à préparer les laines à recevoir toutes sortes de couleurs. Alors là, c'est un petit peu ambigu, mais pas trop, parce que si vous considérez que finalement, on peut aussi ramasser, à certaines périodes en fin de saison, on ramasse les vieilles feuilles. Là, c'est intéressant, parce que tous ceux qui ont travaillé le pastel ici le savent, les vieilles feuilles sont bourrées de saponine. Mais ça mousse la rage, quoi. Si vous traitez ces plantes-là, vous avez des mousses énormes. Et ça, c'est plutôt bien pour laver les laines, hein. Alors, quand vous commencez à battre vos feuilles pour faire l'indigo et que vous êtes en train de battre le paquet de mire-vaisselle, hein, enfin, c'est du délire, quoi. Là, ça ne va pas du tout. Vous vous rendez compte que vous avez cueilli les mauvaises feuilles. Mais là, il nous explique, là, Fioravanti, notamment, bon, c'est les Italiens, qu'en fait, ce pastel se vend aussi pour préparer les laines, pour pasteler les laines avant de les teindre. Et donc, il y a quelque chose d'intéressant au niveau des saponines. On rejoint un tout petit peu notre texte du IIIe siècle, notre texte antique, là, qui parlait de gypsophile et qui parlait de l'intérêt d'avoir des saponines dans le système. Toujours est-il que tout ça s'est passé à l'as, ça mériterait qu'on s'y penche d'un peu plus près. Et voilà, on arrive au premier texte écrit en langue française qui explique comment faire les fameuses pelotes de pastel.
Ça ressemble à ce qu'il y avait dans l'Antiquité, ça ressemble probablement à ce qu'on a fait jusqu'au 19e siècle, en fait, dans certaines campagnes. Et donc, en fait, on les broie, on roule dessus, on les piétine, voilà. Et puis, on en fait des pelotes qu'on sèche, et puis on les garde un certain temps. Et plus on les garde, et meilleures elles sont. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça reviendra beaucoup plus dans les textes comme une espèce d'image qui n'a pas toujours été comprise, parce que en fait, on disait au pays de cocagne, plus tu dors et plus tu gagnes. C'est-à-dire que si tu arrives, alors il y a deux explications à ça, bien entendu, si tu arrives à conserver ton produit comme un vin vieux, vous voyez, vous avez le vin de l'année, il ne vous coûte pas tellement cher, mais vous sortez une bouteille qui a 10 ans d'âge, waouh, à volume égal, elle va se vendre plutôt bien, enfin si c'est du bon vin, j'entends, hein, et ainsi de suite. Donc on fait bonifier les choses, tout simplement parce qu'on perd en biomasse d'une manière terrible. On consomme la matière organique, on concentre évidemment dans une pastille, une cocagne, une boulette, comme vous voulez, il y a 2-3 fois plus de produits qu'il y avait sur le produit frais, quoi. Donc ça, c'est intéressant, on sait faire bonifier. C'est pour ça qu'on a beaucoup parlé de fermentation. Je préfère le mot compostage, parce que le mot fermentation à l'époque, avant, vous savez, avant Louis Pasteur, le mot fermentation, il désignait pas tout à fait clairement ce qu'il désignerait aujourd'hui, hein. Alors attention, les anachronismes aussi, hein, parce que là, on ne connaît pas les micro-organismes encore. Donc le mot fermentation, il est un peu dans une nébuleuse sur laquelle on n'a pas le temps de s'arrêter, mais qui est vraiment intéressant. Alors voilà, ce texte, La Maison rustique, là, il est vraiment intéressant. Voici un texte, une image que m'a envoyée Marianne, là, d'un livre anglais du 19e siècle. Et en fait, vous voyez les meules en question? C'est des petites meules avec des lattes en bois. C'est pas comme on le croit parfois, des moulins à huile avec des pierres qui pèsent 200 tonnes, là. Non, il ne s'agit pas non plus. Il s'agit juste d'esquicher un peu les feuilles. Je ne sais pas comment on dit en français, juste un petit peu de les... Il y a un mot pour ça, les taler un peu, voilà, on les casse un petit peu, on les abîme un tout petit peu, vous voyez, pour que l'action enzymatique se fasse. Il ne s'agit pas d'en faire une espèce de purée dégoulinante, pas du tout, hein. C'est assez conforme au texte, hein. Donc au 19e, en Angleterre, il restait encore de ces moulins, apparemment, et en Allemagne aussi, on reviendra sur l'Allemagne. Et alors, bien sûr, labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Alors on fait du protectionnisme, à la Renaissance aussi, bien sûr, et Henri IV confie à son agronome Olivier de Serres le soin de faire tout français, tout franco-français. Pourquoi aller acheter chez les étrangers alors qu'on a Pastel, Gaude et Garance pour faire... Et puis alors dès cette époque, on dit non mais le meilleur pastel, ouais on en trouve un tout petit peu par-ci par-là, bien sûr en Italie, en Allemagne, on ne peut pas dire le contraire, mais quand même le meilleur, il vient du sud-ouest, quoi, du Lauragais. Et on ne parle plus de la Picardie. Elle a complètement disparu du système. On y reviendra un tout petit peu plus loin, hein, quand même, hein. Mais voilà. Et donc Henri IV, dit-on, en 1600, il a fait interdire l'importation de l'indigo, qui commence à apparaître depuis 1515. Les Portugais, la première cargaison d'indigo venant de l'Inde, c'est un bateau portugais. C'est en 1515 qu'arrive la première cargaison, parce que peut-être par voie terrestre, par la route de la soie, ou par l'Égypte, hein, par le cabotage le long des côtes du golfe Persique, est déjà venu bien sûr de l'indigo exotique, ça fait aucun doute, mais sous le nom d'indigo de Bagdad, on le trouvait à Marseille, mais massivement un plein bateau d'indigo. C'est les Portugais qui commencent à faire ça. Et alors un plein bateau, ça fait bien plus peur qu'un petit caillou bleu qu'on se repasse sous le manteau. T'as vu, j'ai du bon et tout. Mais là, c'est pas pareil. Là, on parle de gros bateaux. C'est les grandes navigations qui commencent. Et là, ça fait peur, quoi. Et ça fait très peur. On l'interdit. On a même prétendu qu'Henri IV, en 1609,
aurait puni de mort les teinturiers qui mettaient de l'indigo dans leur cuve. On n'a jamais trouvé le texte. Hein. Les historiens du Sud-Ouest ont cherché le texte, des gens comme de Lasteyrie, de Saillant, enfin des érudits. On dit ce texte, il a peut-être existé, mais à ce moment-là, il a disparu. C'est probablement excessif. En tout cas, on l'interdit pour faire du protectionnisme, évidemment, lequel protectionnisme est très compliqué. Je reviens juste là-dessus. Henri IV, il demande aussi à Olivier de Serres et à Sully de travailler sur la soie. On va faire de la soie comme on fait en Italie, à Lucques, et donc on introduit le ver à soie, le mûrier et le ver à soie dans 4 provinces du Sud. Et là, vous voyez, on va côtoyer un deuxième paradoxe qui est quand même extrêmement important, parce que le roi a toujours raison et tout, mais des fois, vous voyez, il est rejoint par l'histoire et ça pose des problèmes. On introduit en Ardèche, dans le Vaucluse, dans le Gard, et puis je ne sais plus où exactement, le ver à soie et les mûriers, et donc on produit de la soie et il faut la teindre. Et alors elle se teint très mal dans la cuve au pastel et elle devient complètement rêche. Et du coup, on fait des dérogations spéciales pour les teinturiers en soie. Et c'est presque, vous voyez, c'est un produit stratégique, hein. C'est un produit qu'on protège, c'est un produit d'excellence, comme on dirait aujourd'hui, un produit d'élite. Hein, on ne va pas faire du toc, parce que là, on a des marchés à conquérir. En plus, on rivalise avec les Italiens, qui sont plutôt bons. Hein. Donc, on va autoriser l'indigo pour teindre la soie, et on va utiliser la cuve d'Inde. Incroyable mais vrai, c'est la cuve à la Garance de tout à l'heure, du IIIe siècle, là, des Égyptiens, qu'on appelle d'Inde, parce que vous voyez, l'Inde, c'est un peu comme le cochon d'Inde ou le marron d'Inde, on ne sait pas trop, ça vient de là-bas, quoi. Ça vient pas vraiment d'Inde, mais ça vient d'un pays oriental, quoi, en tout cas, ou quelque part. Et donc, c'est la cuve à la Garance. Et alors, c'est dingue, on interdit l'indigo, la nouvelle drogue dont vous avez entendu parler par Tristan Yvon, et donc on fait une petite dérogation, mais c'est une dérogation de trop, parce que du coup, il faut que les gens soient formés, il faut qu'ils soient capables, la soie c'est très cher, et tout, et il y a des paradoxes qui vont commencer à s'accumuler jusqu'à l'effondrement d'un édifice. On fait un protectionnisme impeccable. Le pastel devient obligatoire pour la laine. Et bien sûr, les fibres cellulosiques, on n'en parle pas parce que ça ne se teint pas. Le lin et le chanvre, on ne connaît pas le coton, bien sûr. Le lin et le chanvre, c'est pour faire du linge de corps, du linge de table, du linge de lit. Ça ne se teint pas. Ce qu'on teint, c'est la laine et nouvellement la soie, voilà, et c'est tout. Et donc, le temps passe et alors, peu de temps après, finalement, un peu plus de 50 ans après, on commence à faire de l'indigo français. Les Normands vont en Caroline, on construit Fort Caroline. Vous savez que Fort Caroline, c'est construit sous Louis XIV, c'est le premier édifice en dur construit en Amérique du Nord, en fait. Et c'est construit par les Français à l'époque. Hein, et donc on fait, voilà, c'est une image peut-être un peu, pas forcément très très fidèle, mais qui devait à peu près ressembler à ça. Et on commence à faire de l'indigo de Caroline. Et là, ça devient un tout petit peu compliqué, parce que cet indigo, c'est quand même de l'indigo français qui arrive sur les bateaux français. Et très rapidement, il déborde les ateliers des teinturiers en soie, c'est évident. Il est sur le marché quelque part. Et du coup, en fait, les bonnes dispositions de protectionnisme d'Henri IV, elles s'émoussent un peu. On prend goût à cet indigo, finalement, c'est très intéressant. Et sous Louis XIV, c'est déjà un peu tard pour revenir en arrière, parce que, en fait, Louis XIV et Colbert, un géant de force de travail incroyable. Colbert fonde l'Académie des sciences, la Compagnie des Indes. Et pour l'indigo, nous, on ne sera pas tourné comme les Anglais et les Portugais sur l'Inde. On sera plus tourné sur les Indes occidentales, comme on disait, sur l'Amérique et les Antilles et tout ça.
Et donc, on est en plein dans le paradoxe, puisqu'il existe de l'indigo français. Et donc, cette France, cette nouvelle France-là, en fait, on ne peut pas les laisser s'étioler. Les colons, ils fabriquent quelque chose au profit de la nation. Et donc, on va être obligé de légiférer. On ne peut pas se contenter d'interdire comme ça. Alors, en 1669, il y a des règlements généraux sur les manufactures. Et donc, il y a certains bleus qu'on fait à la cuve d'Inde. C'est la fameuse cuve à la Garance. Il y en a d'autres qu'on fait avec l'Inde plate. Enfin, c'est une autre façon de travailler l'indigo sans y rajouter de floculents. Donc, c'est un indigo de très belle qualité, on va dire. Et puis, pour d'autres couleurs, on va pouvoir utiliser la guêde, mais alors une très bonne cuve de guêde. Et pour la laine, on n'utilise que la guêde. Alors, ces règlements sont ambigus parce qu'on interdit l'indigo et on fait un descriptif des couleurs qu'on peut faire avec. Alors, inutile de dire que c'est très, très ambigu parce que le chapitre 11, il dit que je peux l'utiliser. Le chapitre 9, il a dit qu'il ne fallait pas. C'est très compliqué. Comment est-ce qu'on peut lire ça ? Le législateur, il s'entend, lui, parce que c'est pour différentes activités, mais c'est tout à fait compliqué. Et donc, on va être obligé de tirer ça au clair et d'écrire un commentaire, un gros commentaire sur l'art du teinturier. Et c'est le premier livre écrit en langue française qui décrit la pratique du teinturier. Non pas en termes de recettes, mais en termes d'approvisionnement. Et alors, c'est pour mettre un peu les points sur les i, parce que justement, les règlements sont ambigus. Ils sont trop ambigus. Et donc, alors, quels sont les enjeux de ce texte ? Il faut le lire, Instruction pour la teinture des laines, c'est fabuleux. Hein, vous le trouvez ça en ligne, c'est fabuleux. D'abord, on dit qu'il faut mettre la France au travail. Et puis, alors, on n'y va pas avec le dos de la cuillère. Hein. On ne saurait envisager la fertilité de la France, ni voir une si grande troupe de feignants qui demeurent inutiles et les bras croisés, pendant qu'ils peuvent être employés utilement à la culture de la terre. Vous voyez, c'est un truc à dire aujourd'hui, vous ferez des copains, hein. Surtout chez les paysans. Non, mais voilà, on y va franchement, et on explique, en fait, avec tout le mal qu'on s'est donné en Aquitaine, on a sacrifié les cultures du Nord, parce que l'Aquitaine, c'était le grenier à blé de la France, et en plus, l'assolement. Il fallait faire un assolement, on ne pouvait pas mettre du blé tous les ans. L'assolement naturel du blé dans cette région, ça a été le pastel. Tout simplement parce que c'est une messicole, et 1 an sur 2, presque, il venait tout seul, jusqu'au moment où on a un peu organisé ça. Mais alors, les Aquitains, là, ils n'ont pas été à la hauteur, parce qu'on les a tellement mythifiés, des génies avec leurs pastels. C'est eux qui ont acheté la caution de François Ier quand il était prisonnier de Charles Quint en Espagne. Enfin bon, c'était vraiment des bienfaiteurs du peuple. Seulement voilà, comme ils sont devenus obligatoires, vous ne pouvez pas faire du bleu si vous n'achetez pas de pastel. Vous croyez qu'ils vont être zélés au niveau de la fabrication ? Imaginez que vous avez le monopole de quelque chose. Votre produit est obligatoire. Vous allez vous transcender pour l'améliorer ? À quoi bon, puisque vous avez une situation de monopole. Donc la qualité s'est dégradée d'une manière terrible. Et en plus, il y a des nouvelles cultures extrêmement épuisantes. Et comme on ne connaît pas d'assolement, on fait du tabac massivement, on fait du gros millet. Mais ce millet, il sert à quoi, d'après vous ? Pour les oies. On fait du millet pour les oies, en fait. Et donc, c'est très bien, mais les terres, alors elles n'en peuvent plus. Alors, on fait plein de dispositions. On admet que, vu la piètre qualité de pastel, il faut reformer les gens à en faire. Et on va les autoriser à mettre quand même un petit peu d'indigo dans les cuves aux teinturiers. Parce que les teinturiers, c'est quand même pas de leur faute s'ils achètent un produit qui n'est pas à la hauteur. Donc, à force de faire du protectionnisme, on ne sait plus faire de bleu dans ce pays. Qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, les étrangers prospèrent, pardi. Les autres, ils font du bleu, ils en vendent et ils gagnent des sous. Alors, la première mention, je l'ai cherchée longtemps, celle-là, ça vient assez vite. Dès la fin du XVIIe, on est en train de se dire
qu'on pourrait peut-être faire le fameux indigo bleu là qu'on reçoit. On est en train de se dire qu'il y aurait sûrement une possibilité pour en faire avec du pastel, parce qu'on a compris que c'est super concentré. Ces pierres bleues qu'on achète là-bas, qu'on ramène des tropiques et tout, qui font que les cuves elles sont finalement très très fortes. On peut faire toutes les couleurs qu'on veut avec ces cuves. On se dit, il faudrait arriver à en faire avec du pastel. Et alors cette idée, elle va traverser un siècle au moins, et 100 ans plus tard, on va s'y mettre vraiment sérieusement. Mais on la retrouve sans arrêt, puisque l'indigo est meilleur que le pastel, faisons de l'indigo de pastel. C'est-à-dire que le pastel désigne plus la pâte, la fameuse pâte, mais une plante indigofère avec laquelle, après tout, on pourrait faire cet extrait. Et voilà. Et donc, on essaye de mettre des inspecteurs pour fliquer les gens du Sud, là-bas, les fraudeurs. Mais ils achètent les inspecteurs, ils font beaucoup de sous, ils ont une situation de monopole. L'inspecteur arrive, on lui dit « Combien tu prends, mon gars ?» On en a vu passer beaucoup ici. D'habitude, ils prennent 5 000, et toi, tu veux combien? Et si tu veux beaucoup trop, tu auras des ennuis. Donc, on achète les inspecteurs. Il n'y a pas moyen, quoi. Il n'y a pas moyen. Et donc, finalement, il y a un lettré du Languedoc, dont le nom m'échappe à force de parler. Je vais essayer de le retrouver. Oh, ça y est. Je vous le redirai tout à l'heure. Enfin, il y a un Languedocien qui dit pourquoi on ne ferait pas, puisque le pastel est pas bon, peut-être qu'on ne sait plus faire les composts et tout ça, ça ne va pas. Donc on n'a qu'à faire de l'indigo, et il essaye. Et il arrive à faire un petit peu ce qu'avait proposé son prédécesseur. Et donc on commence avec cette idée. Et puis, étant donné que le protectionnisme est un vrai désastre, on demande à l'Académie des sciences de travailler le sujet, et on demande notamment à Charles-François Dufay de Sistenay, académicien, un des premiers académiciens de l'Académie des sciences en charge du dossier des couleurs végétales, parce que c'est quand même l'activité du textile, elle vient juste derrière l'alimentaire, hein. C'est une des économies les plus importantes pour le pays. On demande à Dufay de travailler la question. Est-ce que le pastel donne vraiment, est-ce que l'indigo donne vraiment des couleurs plus faibles, moins solides que le pastel? Est-ce que c'est ennuyeux? Comme on disait à l'époque d'Henri IV, malheureux, ne mettez pas d'indigo dans vos cubes de pastel, il en sortirait des miasmes délétères, des exhalaisons morbides qui auraient raison de votre santé. On faisait peur aux gens. Et Dufay, devant toute l'Académie, il fait une cuve d'Inde. On sait la faire, hein, ça fait belle lurette qu'on cache un peu ça chez les soyeux, mais on sait très bien la faire. Il fait une cuve d'Inde classique, à la Garance, qui est décrite dans les textes de l'Académie, et il teint de la laine dedans. Épouvantable sacrilège, d'habitude c'est que la soie, et puis ça marche très bien. Elle est belle, on fait les tests et tout, c'est bien solide, et donc à partir de là, on change la loi et on dit aux teinturiers, écoutez, vous savez quoi? En 1737, l'instruction pour la teinture des laines, les règlements de 1669 sont révisés, et on dit aux teinturiers, écoutez, mettez autant d'indigo qu'il vous plaira dans vos cuves de pastel. Mais on garde les cuves de pastel, parce que les instructions pour la teinture des laines avaient expliqué. Si on remet toute la culture du royaume en état, on aura une quantité de pastel suffisante pour les teinturiers, telle quantité, je ne sais plus le chiffre, et si on intègre dans la production, dans la transformation locale, tout l'indigo qu'on fait aux Antilles, puisque les quantités sont dans un rapport de 1 à 100, c'est-à-dire que pour 100 000 livres de pastel, on fait 1000 livres d'indigo en proportion, on n'aura qu'à leur dire, c'est pour ça qu'il faut lire ce livre, parce que ce sont des vrais politiques, vous savez comment ils font parfois, pas tous, hein, mais certains sont coquins. Et alors, on écrit ces livres parce qu'on sait qu'ils ne seront pas lus, ils sont lus que par les cadres, ils sont lus que par les autres politiques. Vous voyez, les baillis, les gens qui font respecter la loi. On n'aura qu'à leur dire que la meilleure recette de teinture se fait avec
100 parts de pastel et 1 part d'indigo dans les cuves. Et comme ça, on résorbe tous les stocks. Et de façon cynique, le texte dit oui, parce que si on autorise plus d'indigo, le problème, c'est qu'ils iront en acheter chez nos ennemis les Anglais. Et ça va pas, ça va encore faire une hémorragie de capitaux. Et tout ce protectionnisme aura servi à rien, alors qu'on a à moitié ruiné le pays avec ça, la préférence nationale à tout prix, avec jusqu'à l'absurdité, jusqu'au sacrifice de l'économie de région et tout. Donc non, on ne peut pas. Alors on fait cette recette de façon à ce qu'on résorbe tous les stocks sans avoir acheté à l'étranger. Mais en 1737, ça ne tient plus. Pourquoi ? Les Caraïbes tournent à fond. On a des quantités d'indigo. Donc du coup, là, on n'arrive plus à tenir. Alors le règlement doré dit, écoutez, mettez ce que vous voulez dans les cuves, pourvu que vous les montiez au pastel comme agent réducteur, enfin matière dégradable, matière organique qui sert donc à dissoudre le pastel par production d'hydrogène naissant, cette fermentation en question. Et voilà. Alors après, si vous voulez, ça va profiter un petit peu à Amiens. Et Amiens va se relever de ça, parce que du pastel, ils en ont toujours fait un petit peu, mais cette situation de monopole ne leur convenait pas. Et là, à partir du règlement d'Ory, du genre faites un peu ce que vous voulez, ça va beaucoup mieux, surtout qu'on produit pour l'export. Et ça, c'est quand même très intéressant parce que du coup, on envoie en Espagne, hein, c'est les Bourbons qui sont au trône d'Espagne, et donc le Philippe V donc est en bonne relation économique, et donc l'Espagne est un nouveau marché pour les tissus français. Donc finalement, ces règlements ont un petit peu réconcilié les deux parties de la France d'une certaine manière. Voilà. Et donc, on en revient quand même à cette histoire de, puisqu'on a le droit de mettre autant d'indigo qu'on veut, et qui vient de loin, et qu'il y a beaucoup de fraude, et que les mers sont incertaines, parfois il y a beaucoup de piraterie, de flibusterie, on ne sait jamais quand il va arriver cet indigo tropical, et dans quel état il va être, et puis à quoi il va ressembler. Alors on en est toujours à essayer de travailler sur de l'indigo français. Et là, il faut lire tous ces bouquins, ils sont très très intéressants. Celui de Jean Hello, qui appelle de ses voeux, et lui il est académicien, c'est lui, il écrit L'art de la teinture des laines, le premier traité pratique en langue française, premier traité de teinturerie, qui est réservé, enfin c'est uniquement les laines, mais enfin c'est le premier traité historique. Tout ce qui était avant, c'était des règlements, et vous les lisez en filigrane pour comprendre les matériaux, mais on ne vous dit pas comment il faut faire. Lui, il vend la mèche, l'Académie des sciences, c'est son rôle de faire tout connaître pour créer une espèce de système d'émulation pour qu'on ait l'excellence, quoi. Et lui, il dit, bon, on en a parlé, beaucoup de gens ont essayé, et on dit que c'était possible de faire de l'indigo de métropole, de pastel. Maintenant, il faut y aller carrément. Et bien sûr, qui c'est qui se met au travail? Eh ben, c'est les Normands, avec Dambournay, et donc à Rouen, à Oissel, etc. Il y a beaucoup de chercheurs. Les Normands ont toujours été les chimistes du royaume et les chouchous des rois. En fait, c'est les chimistes de la royauté un petit peu. Et pourquoi les Normands et pourquoi Rouen? Est-ce que vous savez quelle est la ville la plus importante en population jusqu'à la Révolution française, la seconde ville de France en termes de population? C'est pas Marseille, c'est pas Bordeaux, c'est Rouen. Parce qu'en fait, c'est la ville, la plus grande ville, en fait, de l'estuaire jusqu'à Rouen, on peut monter avec des gros bateaux. Et donc, le grand commerce, il y a un grand commerce qui se fait jusqu'à Rouen. Et à Rouen, on vide les gros bateaux et on fait du cabotage jusqu'à Paris. C'est la plus grande ville en aval de Paris, en fait, et c'est la deuxième ville du royaume. Et donc, on dirait aujourd'hui, avec un vocabulaire un peu plus moderne, c'est eux qui ont toutes les subventions, quoi, en gros. Et ils y vont. Alors là, en 1763, Macaire reprend la chaire de couleur végétale à l'Académie des sciences. Donc, je vous rappelle, elle a été créée en 1737 pour Charles-François Dufay de Sistenay, et puis Hello a repris cette cuve, et de Sistenay est mort très jeune. La vie était quand même dure, même pour les nobles à l'époque, et donc Hello a repris derrière, et Macaire, lui, il fait l'art de la teinture des soies, l'art de la teinture en soie.
Et donc, il décrit tout ce qu'il faut, et notamment la cuve d'Inde, et c'est le premier texte français qui décrit par le menu cette fameuse cuve d'Inde. Et la recette qu'il donne, elle est très proche de celle qu'on connaît de l'Antiquité, en fait. Sauf qu'eux n'avaient pas le texte antique, bien évidemment. Donc, on sait que par l'Orient, il y avait aussi une transmission des savoirs, évidemment, probablement par Venise, et par Marseille avec des réfugiés. En tout cas, c'est la première fois qu'on décrit la cuve d'Inde et c'est relativement intéressant. Et il explique qu'en fait, on ne peut pas teindre au pastel la soie. C'est trop rêche. Pourquoi? Parce que, en fait, je vous fais un petit aparté de chimie, mais je vois que je suis en train de passer beaucoup trop de temps. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. En fait, le pastel, c'est de la cellulose. La fameuse boule, elle contient de l'indigo, mais qui est piégée dans les feuilles, en fait, qui est devenu insoluble. L'indigo bleu est insoluble. Comment le sortir de là? Eh bien, il faut casser la cellulose. Et il n'y a pas beaucoup de substances. Alors aujourd'hui, quand on fabrique de la viscose, on utilise de la potasse caustique pour dissoudre la cellulose, la décomposer et la recomposer sous forme de fibres artificielles. Et en fait, la potasse caustique, c'est à peu près la seule chose qui va démonter la cellulose. Donc on prend de la cendre de bois dans la cuve au pastel et de la chaux. Et la chaux plus le carbonate de potasse, la cendre de bois, ça fait de la potasse caustique. Et là, la soie, elle n'aime pas du tout. Elle est toute maigre, toute rêche. Et quand on passe pas au travers la main au moment de l'essorer, hein, parce que ça la fatigue beaucoup. Donc c'est pas possible la cuve au pastel. Il faut une cuve beaucoup plus douce. Et du coup, voilà, il explique tout ça. Macaire, c'est l'auteur du premier dictionnaire de chimie en langue française. Dictionnaire alphabétique des produits chimiques connus à l'époque. C'est quand même pas rien, quoi. Hein, voilà. Alors, 1777, mais c'est quoi l'indigo? On ne s'est jamais posé la question, c'est le moment, quoi. Qu'est-ce que c'est? Qui saura nous dire de quoi est fait l'indigo? Alors, on fait des concours. Évidemment, c'est une compagnie de négociants d'Amiens qui finance le concours. Ils donnent 1200 livres. C'est pas des clochards, quand même. Ils se sont bien remis de leur... depuis que l'indigo est en vente libre, disons, ça leur permet quand même d'avoir un certain brassage d'affaires. Et du coup, ils sont toujours à fond sur leur oued et leur bleu. Ils donnent 1200 livres à l'Académie des sciences pour qu'elle monte un concours avec tous les érudits de l'époque. Et dans ce concours, hein, vous allez trouver des gens quand même assez connus, comme Lavoisier, qui est dans le comité d'analyse des différents mémoires. Et on fait appel à des compilateurs aussi pour décrire tout ce qu'on sait sur l'indigo tropical. Et donc paraît la même année L'art de l'indigotier de Beauvais-Razeau, un livre illustré où l'art de l'indigotier, c'est un peu l'art de réduire les gens en esclavage et de les pressurer pour qu'ils bossent d'une manière épouvantable. Hein. C'est pas très sympa. Quand vous voyez un petit peu... enfin, bon, les gravures et tout, on imagine un peu la condition humaine. Hein, elle est absolument désastreuse. À la Révolution, on supprime les communautés d'art et métier. Et là, tout le monde est à fond sur le... On abolit l'esclavage. Ça ne durera pas, malheureusement. Il y a un certain Napoléon qui le rétablira par la suite. Le scandale absolu, quoi. Parce qu'on libère les gens, enfin, à la Révolution française. Et du coup, on n'a plus tout à fait le même personnel. Du coup, les produits... Il y a un petit temps pendant lequel les produits exotiques coûtent plus cher. Et donc, on met les bouchées doubles sur l'indigo. Et alors, cette fois-ci, l'indigo de pastel, il y a une publication incroyable, donc vers la fin du XVIIIe siècle, avec les Italiens, bien sûr, qui publient, comme Morina, par exemple, mais les Allemands. C'est surtout les Allemands et les Italiens qui font un boulot de dingue, quoi, pour faire de l'indigo européen à base de pastel. Et puis donc, sur la pression d'un concours financé par Napoléon, il était fort pour mettre des sous sur la table et dire « Celui qui veut ce paquet de sous, il va me trouver ça ». Du sucre, par exemple, pour remplacer, pendant le blocus continental, on ne reçoit plus le canne à sucre, bien sûr. Alors on fait le sucre de betterave.
on n'a plus la soude d'Alicante parce qu'on est fâché avec les voisins. Alors on fait la soude à partir du sel marin en Camargue et ainsi de suite. Et donc il dit qui me fera le pastel. Et là il y a une floraison de bouquins très intéressants. Hein. Et alors ça y est, on annonce que ça y est, bientôt on va pouvoir se passer de l'indigo des deux Indes. Hein. Il n'y a pas de problème. Effectivement, il y a un certain nombre de procédés à lire. Le meilleur traité étant daté de 1813 d'un certain Giobert, qui est à Turin, et qui est vraiment un chimiste d'envergure quoi, par rapport aux autres, qui s'improvisent chimistes parce que Napoléon leur a demandé, mais c'est pas tout à fait ça. Mais on en a quand même des super bons, attention. Hein. Il y a des ouvrages très très intéressants à lire. Voilà. Pavie découvre que pour monter les cuves, on peut toujours utiliser le pastel. Ça, c'est les Normands, hein, ils n'arrêtent pas. Hein. Il n'y a rien à faire, ils sont toujours sur leur wed. Et lui, oui, c'est ça, leur pastel. Et donc, Pavie, il s'aperçoit qu'en fait, puisque on ne demande plus au pastel qu'il ait une certaine teneur en bleu, c'est que la matière fermentescible. Et on y gagne vraiment à ne pas faire toutes ces boules et tout, et à mettre directement que de la feuille. Et en fait, parce que la saponine, comme je disais, elle empêche l'air de se dissoudre dans la cuve, et en plus, il y a des matières réductrices, et donc il met en place tout un système. On arrête de fermenter le pastel, on arrête d'en faire un pastel. La feuille suffit, puisqu'on n'a plus besoin du pastel pour le bleu, mais juste pour dissoudre l'indigo. Voilà. Et Chevreul y confirme, donc le directeur des Gobelins, il fait une analyse du pastel. On dit que c'est le premier à avoir fait l'analyse, mais non. Il y avait d'autres. Il y avait Bergman, le Suédois, en 1777, qui est le père de la chimie analytique, en fait, si on peut, de l'analyse phytochimique. Mais bon, Chevreul a fait aussi des travaux très intéressants. Et il est tout à fait d'accord, finalement, la fermentation, elle ne sert à rien. Elle sert juste à faire un compost. Si on bonifie, qu'on prend les bonnes feuilles, parce qu'il s'est perdu beaucoup de savoir-faire entre-temps, bien sûr, mais du coup, le pastel ne sert que de matière organique à fermenter. S'il ne sert pas à faire l'indigo, ça ne sert à rien d'en faire un compost délirant et tout. Il suffit largement de l'avoir comme ça. L'indigo tropical va reprendre ses droits jusqu'à la synthèse par Bayer de l'indigotine synthétique. Hein. Et donc là, c'est un autre chapitre, on sort du pastel. Mais quand même, c'est intéressant. On va continuer à essayer de faire de l'indigo de métropole. En 1839, la faculté de pharmacie de Paris lance un concours. On a une nouvelle plante à indigo, le Polygonum persicaria, qui saura nous faire du bleu avec cette nouvelle plante indigofère qui pousse sur le territoire de la métropole. Évidemment, il y a des Amiénois qui se mettent au boulot et qui travaillent, notamment le pharmacien Bord, qui fait tout un tas de recherches, etc. Donc on ne s'avoue pas vaincu. Hein. On va garder la Wed de Normandie et la Wed de Picardie pour le drap de troupe. Et en fait, en 1870 et même en 1914, et parfois, parce que évidemment, vous pensez bien que les Allemands qui ont un quasi-monopole de l'indigotine synthétique, pendant la guerre 14, ils n'ont pas envie de nous en vendre. Alors là, il y a un petit quelque chose, vous voyez, un petit soubresaut de produits, enfin de regain de produits nationaux là pour le drap de troupe. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait les cuves au pastel et à la potasse. Et bien souvent, selon les recettes, on fait aussi une sorte de cuve d'Inde, un petit peu, vous voyez. Et finalement, hein, ces cuves ont la vie dure. Elles remontent à la plus haute antiquité, mais il n'y a rien à faire. Voilà. Alors Girardin donne encore dans ses traités de chimie très intéressants à lire. Alors le pastel en coque, la garance, la potasse. Vous voyez, c'est vraiment la cuve d'Inde, quoi. Il n'y a rien à faire. Elle traverse l'histoire, celle-ci, jusqu'en 1900. Vous voyez, chez Thomas, hein, ça c'est le manuel Roret du teinturier de 1900, on fait encore les cuves avec pastel, son, garance, chaud et teinte, indigo. Donc en 1900, il y a encore des gens dans les campagnes qui font du pastel parce que les teinturiers, ils n'aiment pas trop l'innovation, vous voyez. Et on a même fait, bien sûr, des cuves au pastel avec l'indigotine synthétique qui se réduit comme l'autre. Et dans toute l'Afrique de l'Ouest, l'indigotine synthétique arrive, mais les gens ils gardent leur pastel de feuilles, leur boule traditionnelle, évidemment. Le précis de Robinet, en 1935,
réédité en 1951. Il vous dit qu'il y a encore un peu partout dans les campagnes de Flandre des paysans qui font encore un peu de pastel, parce qu'il ne faudrait pas que ça se perde, parce que ça peut servir, vous voyez, notamment à réduire, voilà. Alors dans les années 90, l'indigo européen vient un peu à la mode, il y a le congrès du pastel à Erfurt, pastel et autres plantes indigofères, se monte l'entreprise Bleu de Lectoure avec Henri Lambert qui est là. Les Italiens, vous pensez bien, avec Alessandro Butta qui est là, il bosse toujours, il est hors d'âge, hein, mais c'est un des plus anciens du truc. Les Allemands, ils sont à fond à Erfurt parce qu'ils ont encore ces vieilles gravures, vous voyez les meules en bois. C'est du temps de la photographie, ça, mais ils broient encore des feuilles pour faire du pastel à Erfurt. Donc là, on est au début du siècle. Hein. Donc il y a tous ces travaux-là qui suscitent un fort intérêt. Et puis il y a, en fait, en Allemagne, il s'en fait un petit peu, en Italie un petit peu, mais en France, il y a quand même deux pôles. Le pays de Cocagne, bien sûr, avec Lectoure, grâce à Henri Lambert, enfin toute la famille des Lambert, et puis tout ce qu'ils ont mis en route, et l'Amiénois, avec Jean-François Mortier et Marie-Antoinette Mortier, que j'ai connu, que j'ai eu la chance de former au début, et puis après, malheureusement, Jean-François est mort, j'ai formé sa fille, Estelle, qui a repris, et qui a travaillé pour une boutique parisienne pour faire donc le bleu. Alors elle a produit et travaillé. Là, il semblerait qu'elle ait passé la main, mais elle est en bas avec son mari. Et aujourd'hui, quelqu'un d'autre reprend encore le flambeau, c'est Aurore Cottrell, avec un travail très très intéressant. Son premier travail concerne la savonnerie. J'ai 3 savons sur le coin de la table, là, en bleu de pastel. Et puis voilà, finalement, la persicaire, c'est la plante que tout le monde aime aujourd'hui. La deuxième, celle qui est apparue en 1839, elle est à plus haut rendement, mais surtout, elle est plus facile à mécaniser. Vous voyez les jeunes du Champ des Couleurs, elles ont une petite machine de coupe. Là, vous voyez comme ça fait du boulot propre. La terre est moins basse avec la persicaire. Et en fait, voilà. Alors d'un côté, vous avez quand même toute l'équipe autour de le bleu de Oued, hein, avec la savonnerie, Aurore Cottrell et tout. Et puis, il y a des gens de la Provence et il y a des gens du Sud-Ouest qui travaillent un peu. Et finalement, je crois qu'il y aura besoin d'un peu tout le monde pour que ce fameux indigo naturel, qui refuse de disparaître, mais finalement, c'est un peu le serpent de mer. Si vous voulez en acheter dans le commerce, les gens n'arrivent pas à en produire suffisamment. L'agriculture coûte cher. Et en fait, c'est le grand mythe et tout. Je vous repasse juste avant, vous voyez, promouvoir le patrimoine, c'est le grand truc, quoi. On est quand même tourné sur le passé d'une certaine manière, parce que bien sûr, l'industrie, vous pensez bien, le colorant, regardez aujourd'hui, vous achetez 2 t-shirts, un ou 3, un bleu, un jaune, un rouge. Même modèle, ils ont le même prix. La couleur n'a plus de prix. Et même si vous achetez le blanc à côté, souvent, les 4, ils ont le même prix. Parce que la couleur, tout est délocalisé, bien entendu. Donc les intérêts sont différents. C'est très intéressant de se pencher sur l'histoire et de voir avec quelle densité. Donc les gens ont travaillé là-dessus. Il y a beaucoup de choses à redécouvrir, mais plutôt que de paraphraser tout ça, je vous invite à lire un peu les quelques références que je vous ai données. Voilà. Un grand merci pour votre patience. J'ai tendance à parler trop. Voilà, j'arrête. Mais les questions sont bienvenues. Je n'arrive pas à sortir de là. Attendez, excusez-moi. On a quelques minutes quand même pour des questions. Oui, voilà, je suis navré. Hein, je vais un peu trop loin. En plus, je ne sais plus... Quelqu'un a une question? Voilà. Des questions? Je reste assis pour le micro, pardon. Oui. Tout le monde va se sauver. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Bon, Il y a combien merci, de couleurs, de versions de bleu
Je fais fuir tout le en, monde. en couleur naturelle. Voilà. De- Vous voyez, c'est- comme autour d'une petite plante qui ne paye pas de mine, il y aurait beaucoup de choses à réfléchir. Vous voyez, j'ai parlé aussi de cette histoire de sélection variétale et tout, parce que c'est tellement dans l'air du temps, et les pesticides et tout. Mais là, la plante, elle domestique, pas seulement les bactéries qui lui servent à fabriquer, hein, mais elle domestique aussi les insectes qui lui permettent de muter toujours avec une longueur d'avance pour avoir les meilleures dispositions de protection. Il y aurait beaucoup de choses à dire concernant l'histoire naturelle, mais l'histoire culturelle aussi, puisque on n'a pas fini d'explorer ces procédés, mais qui remontent quand même à l'Antiquité, quoi. Et c'est tout à fait intéressant. Aujourd'hui, on en fait beaucoup de mystères, mais finalement, le vrai mystère, c'est l'ingrédient dont on ne parle jamais dans tout ça. C'est l'huile de coude, bien sûr. Il en faut un peu dans chaque cuve, hein, sinon ça ne vient pas, quoi. Voilà, ben, merci de votre patience. Et puis, n'hésitez pas à demander la copie. Je vais laisser la copie ici, si ça vous intéresse. Voilà. Ah, pas du tout, pardon. Je suis désolé. Oui, j'ai vu ce bleu, mais il y a combien de bleus naturels différents? Vous avez parlé de ce bleu indigo ici, mais peut-être en Amérique du Sud, il y avait un autre bleu, ou découvert par les Indiens. Oui, oui, alors je ne pense pas que ça a été vraiment archivé, parce qu'il y a donc des plantes dominantes, des cultures dominantes, des plantes dominantes. Vous avez pas mal de plantes de la famille des acanthaceae, les justicia, qui donnent un bleu. C'est probablement un indigoïde, mais d'une variété un petit peu différente. Ce n'est pas de l'indigo classique. Il y aurait d'autres choses. J'ai vu des choses étonnantes. J'ai travaillé un petit peu en Chine, au musée de la soie, et j'ai vu des textes anciens qu'ils ont eu la gentillesse de me traduire, bien sûr, où donc on utilise la rhubarbe un peu comme on utilise certains lichens dans les îles d'Écosse ou au Canada, Nord-Canada. Vous savez, ces lichens jaunes là, qui font des cocardes jaunes, vous les mettez dans l'urine ou l'ammoniac. Et quand vous trempez vos laines, elles ressortent jaunâtres et elles rosissent à l'air. Voilà. Mais si ce rose, vous le mettez dans un lieu où il y a beaucoup d'ultraviolets, par exemple dans les jours très longs d'été, sans que ça s'évapore, c'est-à-dire dans un milieu assez frais pour pas que la laine sèche, il se produit une dimérisation et il y a un bleu qui apparaît. Et bien en fait, ça tient à une anthraquinone, l'acide dynamique. On peut faire ça aussi avec la rhubarbe. J'ai jamais réussi personnellement, mais j'ai vu des textes et j'ai vu quelqu'un qui avait un petit morceau de bleu. Il faudrait y passer du temps. Donc en fait, il y a un champ énorme à prospecter. Mais alors les Occidentaux ont pris ce qui les intéressait. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont délaissé beaucoup de choses. Il y a des choses qu'ils ont négligé d'observer parce que ça leur semblait un marché finalement de peu d'intérêt. Et comme tout n'est qu'argent, quand on fait la colonisation, c'est pas par philanthropie, bien sûr, c'est pour piller les ressources naturelles, pour s'enrichir. Et donc on a dû passer autour de beaucoup de choses. Mais disons que quand même, les plantes à indigo, toutes les plantes confondues, une bonne vingtaine, ça a été un consensus mondial. Les gens ont préféré ce bleu pour la beauté, la solidité, l'étendue du spectre, parce qu'on va presque du noir jusqu'à toute une gamme de bleus, les plus délicats, les plus clairs. Enfin voilà, c'est resté le best-of au fil des millénaires, hein. Même s'il y a eu des endroits un peu perdus avec d'autres bleus, ils ont été littéralement délaissés, hein. Mais il y a de quoi chercher encore, hein. Voilà, merci. Oui. Je peux parler assez fort, je crois. Oui. Merci Michel. J'ai une question un tout petit peu technique, mais je vais voir, c'est très facile en fait. Est-ce que des mesures ont été faites sur la réflectance dans l'infrarouge des plantes elles-mêmes, et non pas de l'indigo extrait, de manière à pouvoir surveiller les cultures et l'évolution de l'enrichissement en indigo ou pas? Par exemple, quand il y a les jeunes pousses ou les feuilles anciennes, dans l'exemple que tu as montré, est-ce qu'on peut discriminer, par exemple, par observation aérienne? Bon, ça, c'est vraiment des très bonnes idées.
il y a eu, il y a quelques années, il y a eu un projet européen appelé Spindigo pour faire un réseau de laboratoires sur la possibilité de refaire de l'indigo européen, qui a quand même absorbé 4 millions d'euros à l'époque, 5 pays concernés, donc Allemagne, Italie, Espagne, Finlande, et puis j'en oublie un, Angleterre. La France n'était pas représentée. Et en fait, le rapport, en fait, en gros, je crois qu'ils ont réinventé l'eau chaude, parce qu'ils se sont aperçus qu'en extrayant l'eau chaude, on faisait quelque chose d'assez joli. Et pour 4 millions d'euros, on était un peu sur notre fin quand même. C'est-à-dire ça a dû servir à faire fonctionner des laboratoires qui peinaient un peu à fonctionner. Donc on monte des dossiers, hein, quand on peine à fonctionner, on monte des dossiers. Et voilà, je pense que le système ne se prête pas à la recherche désintéressée. Et pourtant, ce sont des bonnes questions. Mais à l'heure actuelle, personne ne fait des grands champs, des grandes étendues. C'est un peu le problème. Est-ce qu'on atteindra un jour le seuil de rentabilité pour se poser ces questions? Tous les gens qui ont une parcelle, bien souvent, ils absorbent la totalité de leur production. Donc ces menées jardins, comme on dit, on peut les regarder une par une quelque part. Et peut-être qu'un jour, effectivement, il y aura des cultures. En tout cas, il y a vraiment de quoi faire. Hein. On peut faire des observations avec des drones volants oui. de petite dimension, oui. comme on le fait du côté de Châteauneuf-du-Pape. Ouais, mais alors dans ce milieu, il y aurait un côté un peu plus, je dirais, sans vouloir dénigrer mes collègues aucunement, et dans ce milieu, il y aurait un côté un peu passéiste, un peu bel ouvrage, fait à la main et tout ça, qui porte ses fruits. Mais il y a peut-être un petit manque de technologie de pointe, oui. Mais enfin, c'est faisable, hein, ce serait même intéressant, mais voilà, oui. Oui, on peut embarquer des spectromètres. Oui, ah oui, parfaitement, oui. Tout à fait, oui. Oui, je n'en doute pas, je n'en doute aucunement, oui. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y aurait, ça vaudrait le coup. Non, c'était une chance extraordinaire qu'ils fassent ce projet Spindigo, mais vu tout ce que ça a absorbé comme sous, avec aucun résultat, je pense pas qu'ils soient prêts à en remonter un autre comme ça. Si on arrive avec un projet Interreg à 10 millions d'euros pour monter des trucs, je pense pas qu'on soit accueilli à bras ouverts. C'est un peu le problème, hein. Enfin. Mais pour l'instant, on n'en est pas là, malheureusement, parce que des 3 Picards que je connais, en fait, c'est 3 générations. Il n'y en a jamais eu plus de 1 à la fois, quoi. Donc le renouveau, il est... Mais seulement, c'est le problème de la publicité et du marketing. Il y a un type qui sort un proto, c'est moi qui ai fait le bleu pour leur montrer, avec ça, on a sorti les savons. Ils sont beaux et tout ça, il n'y a rien à dire. On a fait quelques centaines de savons, quand même. Voilà. Donc ça se fait beaucoup en ce moment. Non, il y a eu 2 poubelles de feuilles qui ont été traitées pour faire 2 fois 35 grammes qu'on a absorbé sur l'argile, et avec 70 grammes, on a réussi à faire 350 grammes de pigments enrobés sur argile qui donne à 2% un sacré paquet de savon. Mais voilà, ça se fait beaucoup, tout est relatif. Ça a été fait qu'une fois. Après, moi, j'ai transmis un savoir-faire. Après, j'ai formé des gens. Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont juger qu'on va faire ça à la tonne, etc. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Hein. Moi, mon rôle, enfin, je tiens ma place au niveau, mon côté labo. Voilà, après, je ne peux pas être de tous les coups. Hein. D'ailleurs, ça ne les intéresserait pas beaucoup. Et voilà. Donc après, il y a des tas de gens sous le manteau qui gardent leurs secrets, leurs trucs. On ne peut pas savoir ce qu'ils font non plus. Hein. Peut-être que demain sortiront des scoops incroyables. On voudrait bien, d'ailleurs. Oui, ce serait sympa. En tout cas, merci. Merci d'être venu. Hein, vraiment, c'est vraiment super.